Est-ce qu'ils sont morts ou pas, ces gens-là? Elle s'est suicidée. Oh shit. Suite à la chanson, du coup. Bah, je pense. Elle a entendu le jingle, elle a dit oh merde. Tu veux pas un clap? Ta gueule. C'est ce machin. C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan. Bonsoir. Bonsoir. Ichouchou. Salut. Salut. Et Camille. Hello. Et nous avons avec nous pour ce deuxième épisode de la saison 3 une invitée que vous connaissez déjà puisqu'il s'agit de Camo. Une revenante. Coucou les zouzous. Ça va? C'est toi aussi de se faire des rimes. Ouais. Très bien cette intro magnifique. Elle sent bon le Arte d'il y a 15 ans. C'est magnifique. C'est notre premier épisode au studio depuis depuis le début de la saison 3. Ouais, oui. Il manque des applaudissements. Je dis ça, je dis rien. Ouais, alors je vous cache pas que ça fait bizarre de revenir dans une petite pièce sans vous pour ceux qui étaient là, enfin celles et ceux qui étaient là à l'enregistrement au théâtre. Mais en tout cas, on était très heureux de le faire. C'était vraiment très très cool. Vous étiez beau. Alors, vous étiez fort. Oh là là, mon Dieu. Pourquoi là on est moche et chétif? Non mais c'était vraiment... Alors, je ne dirais plus rien. Je ne dirais plus rien, Camille. Beaucoup nous ont demandé, mais c'était vraiment un gros kiff de faire ça, et donc on va très certainement le refaire. Donc oui. On vous en dira plus quand on aura trouvé une date, sachant que dans tous les cas on se revoit bientôt puisque ce sont bientôt les 2 ans de Pardon Maman. Notre anniversaire. Yes. Donc comme l'an dernier, on va privatiser un espace de type ludique bar à base de boissons alcoolisées, en espérant qu'il n'y ait pas une averse ce jour-là qui va dissuader la moitié des gens. On peut aussi mettre... Ah oui, c'est vrai qu'il avait plus de ouf. Oui, c'est vrai. Oui, mais on était au sec parce qu'on était dans un bar. C'est vrai, mais parce qu'on était arrivé tôt. Mais bon, en tout cas, on se revoit très bientôt pour ce... Tout le monde s'en fout du temps que c'est l'an dernier, quoi. Globalement. Non, mais en tout cas, théâtre, gros kiff. Merci d'être venu. Yes. On va le refaire sans aucun doute. Et puis, du coup, est-ce qu'on partirait pas sur... Oui, vas-y, pardon. Juste un énorme merci. Moi, ça m'a énormément surpris. Je pense que vous aussi, aux gens qui sont venus genre de super loin. Oui. Voilà. Oui. Donc, merci beaucoup. On avait quoi, du Lille, du Marseille, du Havre. Du Havre. Ouais. On avait du Marseille. Oui, mais on a eu, mais bien sûr qu'on a eu Marseille, Ah bah oui, en plus c'était mon ex-patron. Oui. Excuse-moi. Je suis con, ouais. Non, c'est vrai. Eh ben, on le remercie. Et on a aussi des personnes qui nous ont suivis pour l'apéro après, qui était fort glorieux, puisqu'on a fini dans un bar avec un karaoké guitare. On a chanté des très beaux tubes. On peut partir en couille. On a massacré à la fois Khaled et Metallica. Ah, oui, c'est vrai. On a vu très large. C'est vraiment très chouette. Ouais. Et sur ces galéjades, sur ces... Si on partait sur un filage. Voilà. On va commencer pour changer. Encore une fois, comme pour l'épisode 1, on va faire la même blague. Quel suspense. Voilà, on va commencer par Camille. Oui. Ah oui, faut que du coup, c'est un peu le principe. Les vacances, c'est dur. Moi, je vais vous parler de la peine de mort, voilà. Ouais. Ah. Ça justifie ton oui. En France. Je précise, parce que sinon c'est large. On va encore parler de Robespierre. Bah, si tu veux. Non, ça ira. Si vraiment ça te chauffe, oui. Non, mais cool, j'ai hâte. Après, ce sera Camo. Oui, je vais vous parler de l'affaire Christian Ranucci, qui a un petit lien avec ce qu'aura exposé Camille. Trop cool. Je suis très curieux. Je n'ai aucune idée de qui c'est, mais je suis très curieux. Pas un chanteur, du coup, tu t'en doutes. Hein. Mais ce sera un très beau nom de chanteur. Elle avait les yeux mentaux. Non, voilà. Oh mon Dieu. Après, ça sera toi, Ilias. Merci, exactement. Moi, je vais vous parler d'une expérience qui a été faite pour décrire un modèle sociologique des rats. Donc une expérience que vous connaissez peut-être puisqu'elle a été décrite dans un des bouquins de Bernard Werber. Et il en parle, désolé Bernard si tu nous écoutes, enfin on sait que tu nous écoutes, mais qui en parle très mal puisque voilà, ce sera une des conclusions de mon sujet. Les extrapolations sont dangereuses. Donc je vous parlerai plus en détail de cette expérience. Super. Bien. Et après on va finir par Ichouchou. Yes. Moi je vais vous faire un truc. En fait c'était le Nouvel An chinois il y a pas longtemps. Ok, quand? Et il y a pas longtemps. C'est pas hier. Ta vie est faite de précision. Ça, mais c'était pas hier. Ça s'est terminé le week-end dernier. Exactement. Okay. Au moment où on enregistre, bien sûr. Oui, bien sûr. Et, non, le week-end d'avant. Du coup, je me suis, on s'en bat les couilles en fait. Et puis du coup, je me suis dit d'où est-ce que ça vient la danse des dragons. Les gens ils se mettent sous un costume où ils font leur danse et tout. Donc je vais faire sur ça. Oh, la danse du dragon. Trop bien. Et du lion. Oh,
Ah oui, parce que les têtes, ils sont... Ok, très On bien. verra. Très bien. Et bah du coup, est-ce qu'on partirait pas sur le... Attends, t'es en train de dire que je ne fais pas de sujet? Oh oui, Tu es banni. C'est toi qui as pas voulu. Hein. Mais pourquoi? il faut qu'on avoue. Parce qu'on tente une nouvelle dynamique pour cette saison 3, puisque c'est très, très Sportif. très prenant, très sportif l'an dernier. Pour vous rappeler, on a fait 11 mois d'enregistrement continu. J'ai perdu 2 reins, personnellement. 11 mois, 26 épisodes. Ouais. C'est quand même pas mal. Et Oui, donc ça là, fait en ça, fait, ouais. on va tourner sur cette saison. Donc il y a une personne par épisode qui prendra qui sera présente, mais qui prendra un petit repos pendant que Hicham fait le geste des serviettes. Non, on va pas tourner comme ça. Après, c'est pas une règle inscrite dans le marbre. Il y aura peut-être des Non. épisodes où on sera là tous ensemble parce Oui, qu'on sera tous enjaillés. Ne vous Oui, en faites voilà. pas. Hein. Mais on s'autorise un petit repos de préparation parce que je vous le rappelle, et c'est pas du tout une blague, que sur nos sujets, on lit beaucoup d'articles, de recherches, de thèses. C'est pas facile tous les jours. Et Comme nous sommes de jeunes adultes actifs. Et on a eu un choix à faire. Soit on continue à faire des sujets qualitatifs, mais il faut prendre un peu de repos, sinon on va perdre en durée de vie. Soit, ma foi, on perd en qualité de sujet et on a préféré garder la qualité des sujets. Voilà, très bien. Bim, allez, conclusion, mic drop, jingle. Beaucoup trop chaud. Allez, on part sur Camille. J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Ce chef-d'œuvre musical d'Oldelaf. Ah, j'allais dire Oldelaf. Ah, c'est Oldelaf. Oui. ok. Ouais. Ah oui. C'était soit ça, soit Je suis pour de Michel Sardou. Mais J'ai du coup, essayé. Le choix a vite été J'ai fait. essayé, Ah mais non. c'était pas facile. Ah non, putain, pitié. Qu'il reste où il est. Voilà, salut Michel, on pense à toi. Et donc voilà, moi je vais vous parler de la peine de mort en France. Alors je vais vraiment survoler parce que c'est un très très vaste sujet. La peine de mort, pour vous, c'est quoi? Comment vous définiriez la peine de mort avec vos petits mots à vous? C'est quand on a fait une faute assez grave pour mériter de plus vivre. Moi, je ouais. dirais plutôt c'est une issue possible à un procès. C'est-à-dire qu'une fois que justice est rendue, la peine de mort est une des propositions de Proposition. Oui, Moi, je suis pas chaud. de sentence. En fait, exactement, il y a le mot justice qui vient là-dedans, tout à fait. C'est ce qui différencie d'un meurtre, d'un assassinat, c'est que c'est codifié. Ah Voilà. oui, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. c'est tout à fait intéressant. Et donc, la peine de mort, elle a un double rôle, à la fois un rôle de dissuasion. Ouais. Hein, l'objectif, c'est de te dire, si tu tues Jean-Michel, ton voisin, et ben regarde ce qui va t'arriver, on va te couper en deux. Et également de se débarrasser de façon relativement définitive des individus nuisibles au reste de la société. Est-ce qu'il n'y avait pas un rôle de distraction aussi à une certaine époque? Si, tout à fait. Oui, ça remplissait le rôle de spectacle public. Mais non, en fait, non, parce que dans le spectacle, t'as l'aspect dissuasion. C'est-à-dire Oui. que le peuple vient voir, mais le but du jeu, c'est que le peuple, il flippe quand même sa race, c'est-à-dire t'emmènes ton enfant à la pendaison, lui disant, t'as vu Maurice, si tu continues à voler des caramels mousse, qui va t'arriver? Voilà. Pas forcément, parce que il y a encore plus longtemps que ça. Les gladiateurs, c'était aussi, pas vraiment les gladiateurs, mais des fois on jetait les gens dans l'arène parce qu'ils étaient condamnés à mort, non, les prisonniers. Oui, là, Ouais, c'est mais parce du qu'on a- divertissement. On avait, Là, ça, on c'est avait du- une morale encore en dessous d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est pas ouf, Oui. mais à l'époque, c'était bien. Oui, non, mais c'est pour revenir au côté divertissement. Oui, là, t'es sur un bail de divertissement parce que souvent, c'est des païens, du coup, c'est des gens où Oui, en fait, c'est une il y a- façon de déshumaniser, Voilà, en il y a fait, à une peu près différence. la personne, une quoi. différenciation entre considérer que c'est des sous-hommes et donc on peut les jeter au lion, et enfin des sous-hommes sous-femmes, vous m'avez compris, et juste l'effet comme tu dis, peine, punition, t'as Voilà. fait une trop grosse connerie, bim. Ok. Et Voilà. c'est des surfaces de la tête. Exactement. Alors la peine de mort, elle existe, je pense, depuis que l'homme est homme. Ça, on n'aura jamais vraiment de preuves. En tout cas, dès l'Antiquité, elle est attestée, elle est codifiée. On a des écrits qui nous prouvent qu'elle existe, pas qu'en Europe. Elle existe un petit peu partout dans le monde. Et elle peut être appliquée pas seulement parce que pour cause de meurtre ou assassinat. D'ailleurs, je sais plus si on en avait parlé, mais vous connaissez la différence entre meurtre et assassinat? La préméditation. Ouais, tout à fait. Boum. Voilà. Je crois que c'est assassinat, il y a préméditation, et Comme- meurtre, c'est pas comme- considéré comme avec préméditation. Exactement, C'est ça. Hein. Call me justice. Et mine de rien, ça change énormément de choses dans les peines qui sont, enfin mine de rien, non, c'est quand même beaucoup, mais ça change beaucoup dans les peines qui peuvent être appliquées. Donc ils se sont trompés dans le film Alain Chabat qui est le meurtrier. En fait, c'est l'assassineur. C'est J'ai pas vu le truc arriver en fait. Waouh. c'est toujours intéressant de voir. Étonnant, bonnes rêves, hein. étonnamment perspicace. Alors vous remarquerez qu'avant avec Chouchou, on vous parlait de nos vacances, maintenant on vous parle de nos soirées. Il y a une semaine, on a regardé Re. Mais vous travaillez Voilà. chez Mediapart, messieurs.
Alors, ouais, bref. Quoi de mieux que de se plonger dans la Bible pour trouver des exemples. tu l'as su celle-là. De quoi? Vas-y. Mais non, mais je veux dire, souvent quand on va chercher des idées de quand est-ce que remonte telle ou telle chose, c'est bien de se plonger dans la Bible parce que c'est quand même tout un ensemble de textes très 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 anciens. Donc la Bible, oui ou non concernant la peine de mort? Pour ou contre? Dans la Bible? La Bible, plutôt, je dirais plutôt non parce que la vie est sacrée, et plutôt oui parce que, quand même, ça massacre un peu, quoi. Mais c'est-à-dire, est-ce que la Bible, est-ce que dans les textes de la Bible, on accepte la peine de mort, ou est-ce qu'au contraire, on dit, je vais pas te mentir, moi, je me suis arrêté au prisonnier d'Azkaban, donc j'ai pas tout lu. T'as raté les derniers numéros. Ancien Testament, je dirais oui. Mais Nouveau, je suis moins sûr parce que Jésus était pardon, mais Ancien Testament, je dirais oui. Ça vient pas de la Bible, œil pour œil, dent pour dent? Non. Alors si ça. Ouais, mais si quelqu'un t'a tué, tu veux pas le retuer derrière. Non mais c'est pas toi qui vas le tuer. Oui, le principe de la loi du talion. Voilà. Oui. Mais si, en fait, la Bible, elle est archi contradictoire, justement, donc c'est toujours un petit peu compliqué de savoir de quoi. Non, mais concernant la peine de mort, la Bible, c'est assez contradictoire. Sur le reste. Alors, on ne troll pas, laissons Camille. Parce que là, il m'épuise. C'était mieux quand tu faisais des sujets, hein. Continue. Et donc, en fait, dans la Bible, il y a des exemples de peine de mort, il y a qui sont pas pointés du doigt, qui sont considérés comme des choses normales, et en même temps il y a le fameux tu ne tueras point. Donc il y a quand même pas mal d'exemples contradictoires, donc c'est difficile pour les premiers chrétiens d'ailleurs de savoir si au final la peine de mort c'est bien ou c'est mal. Mais en tout cas malgré tout elle existe. Donc elle existe par exemple en France chez les Gaulois, ça on le sait, de façon moi je trouve assez spectaculaire, c'est-à-dire que un dolmen sur ta gueule. Je sais pas. Non, on construisait des grandes figurines apparemment en forme des dieux auxquels les Gaulois pouvaient être amenés à croire, et on mettait des condamnés dedans, et il suffira d'une étincelle et voilà. Non. Si. Ah, classe. C'est super, c'est un peu spectaculaire. C'est le feu de la Saint-Jean. Génial. Mais non. Ah, mais non. Putain, l'origine de ouf. C'est super glauque. Oui, voilà, non, mais c'est un côté feu de la Saint-Jean. En Franche-Comté, on faisait ça, mais sans les gens dedans. Oui, ça s'appelle un feu de camp. Un feu de joie. Voilà. Donc on sait que ça existe, et par la suite, quand les Romains envahissent les Gaules, eh bien eux ils vont également appliquer la peine de mort, parce que de tout temps il y a eu la peine de mort dans pas l'Empire romain mais à Rome. Ça existait avant la République, ça a continué à exister pendant la République, même si avec l'arrivée de la République romaine, eh bien la peine de mort elle est de moins en moins courante, parce qu'on a quand même de plus en plus de mal à l'idée de tuer un citoyen romain, donc on va commencer à préférer à condamner à l'exil forcé. Ok. Ouais, et c'est l'exil de la ville ou de l'Empire? Non, souvent c'est l'exil de l'Empire. Merci, au revoir, à bientôt. Ouais, sachant qu'à la base, à l'époque, l'Empire était plutôt grand. Non, à l'époque de la République, il a pas du tout la taille de l'époque d'Auguste, ou c'est-à-dire à l'époque de la République, les Gaules sont pas l'équivalent de l'Espagne, etc. C'est pas encore inclus, quoi. Hein. C'est en gros l'Italie. Okay. Ah oui, ça va. Voilà. Mais bon, ça fait déjà une belle petite trotte quand t'habites à Rome et puis que t'es exilé à Genève, quoi. Hein. À l'époque, faut te déplacer, quoi. Voilà. Et puis, lorsqu'arrivent les premiers chrétiens, donc justement, à partir du moment où l'Empire vraiment commence, à partir d'Auguste, là, la peine de mort, elle est rétablie, elle est utilisée contre les païens, enfin voilà. Donc il y a tout un tas de condamnations à mort chez les Romains. Ça peut être le suicide forcé, qui était également très présent chez les Grecs. Le suicide forcé? Ouais, on te force à boire un poison. Ah, la ciguë. Ok. Oh, bim! Exactement. Ça peut être la condamnation dans les jeux du cirque, ça peut être lié au sacré, donc par exemple les Vestales qui avaient commis des péchés, on les enterrait vivantes, enfin voilà, il y a plein de choses. C'est quoi des Vestales? Une Vestale, ce sont des femmes qui, souvent elles choisissaient pas trop, mais en tout cas petites, devenaient des genres de religieuses, et elles entretenaient le feu de la déesse Vesta, qui était la déesse du foyer. Et si elles devaient rester vierges jusqu'à la fin de leur service, donc je crois qu'elles sortaient vers 30 ans de ça, et si elles avaient commis le péché de chair avant, on les enterrait vivantes. Voilà. C'est abusé, enfin. C'est pas ouf.
De quoi? Bah, c'est un peu chaud comme défi, quoi. Oui. non seulement tu choisis pas. Oui, mais c'est un honneur de dingue, hein, d'être postal. Tu m'en diras tant. Voilà. Ça ira. Encore une belle époque pour être née femme. Bah, exactement, une de plus, voilà, parmi les nombreuses. Alors que maintenant, qu'est-ce que c'est mieux? Et il y a déjà, blague. à l'époque de l'Empire romain, il y a déjà le concept de grâce, étant donné que l'empereur avait le pouvoir d'indulgentia, donc d'indulgence, et pouvait éventuellement gracier d'un Noël. un condamné. Voilà. On arrive à une période que nous aimons tous autour de cette table. Le Noël. Moyen-Âge. Merde, il a dit Noël. Mais non, t'as dit Noël? Oui. Puis c'est pas une époque. Grand con. Voilà. C'était une époque il y a 2 mois, quoi. Donc au Moyen-Âge, on a l'idée reçue qu'on exécute à tire-larigot et à tour de bras tous les dimanches matins une petite pendaison sur la place du village. Ça met en joie, pas du tout. Voilà. Tous les 2 dimanches déjà. C'était tous les 2 dimanches, Puis on exactement. cramait, C'était pas si fréquent que ça. Bah, non, pas tant que ça en fait. Dans la première partie du Moyen-Âge, avant le XIIe siècle, pour vous faire une idée, la justice en fait, elle est très très morcelée. C'est-à-dire que chaque coupe les bras, on te coupe les... Non, mais chaque grand seigneur a droit de vie ou de mort. Okay. Voilà, donc peut rendre justice et peut faire condamner quelqu'un. Donc on n'a pas forcément tous les textes, on n'a pas. Mais il y a toujours cette idée de la Bible où on nous fout un doute de tu ne tueras point. Donc c'est-à-dire qu'il y a des seigneurs qui vont être pour, d'autres qui vont être contre. Il y a les guerres de religion qui. Mais j'allais dire, on n'avait pas encore commencé à cramer des gens. Ouais, on n'avait pas encore commencé à cramer des gens au nom du Christ. C'est arrivé. Ouais, ça arrive après. Non, le début du Moyen Âge est un peu plus zen quand même. Et puis il y a cette question de si tu tues la personne, il n'y a pas le côté rédemption. Donc en tant que seigneur, tu lui as pas offert la possibilité de monter au ciel, voilà, c'est on va préférer essayer de sauver l'âme de la personne, de partir sur la rédemption que de tuer systématiquement. C'est-à-dire que souvent, par exemple, quand il s'agit d'hérésie, on va te condamner à mort que si tu es relapse. C'est-à-dire que si tu as dit OK, j'arrête, je recommence plus, et qu'en fait tu recommences derrière. Ah d'accord, je trouve que c'est OK, j'arrête. Bon, le but. Voilà. Donc là, on considère que tu es relapse, que tu es retombé dans ton hérésie, et là du coup, là, on peut plus faire grand-chose pour toi. Voilà. C'est la récidive, non? En quelque sorte, oui. Voilà. Et puis on évite également, enfin on a tendance à moins exécuter les femmes, on n'exécute pas les femmes enceintes, on n'exécute pas les personnes qui souffrent de handicap psychique et même quand même assez souvent physique. Enfin voilà, il y a quand même une énorme, enfin il y a pas mal de conditions qui font qu'on peut échapper facilement à la peine capitale. Un minimum de bon sens finalement. Dans le fond, oui. Et je me désolidarise de cette conclusion. J'ai dit un minimum. Allez-y. Non, mais par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, en fait. C'est ça qu'on veut dire. Oui. C'est, voilà. Et, il me semblait qu'il y avait enfin, il y a, on va dire, des échanges de bons procédés, mais c'est un très mauvais terme, où c'est genre, bon, t'as fait une connerie, mais du coup, tu donnes ton fils ou ta fille en service pour le roi ou le seigneur ou machin. Alors ça, je peux pas trop te dire. Non, ok. C'est possible. C'est possible. Ce n'est que pure spéculation. Non, mais qu'il y avait des bails d'échange qui se faisaient pour éviter d'avoir une punition, on va dire. Oui, t'es toujours dans le concept de la rédemption. De toute façon, si tu peux essayer de racheter ta faute par autre chose, au Moyen-Âge, c'est une idée qu'on kiffe, en fait. De racheter ta faute en faisant autre chose. Le début du capitalisme. Et à partir du XIIe et XIIIe siècle, en fait, la justice, elle va être de plus en plus unifiée. C'est-à-dire que le roi de France va essayer de tout faire quand même pour que ce soit une justice qui soit plus globale, qui soit la même à peu près partout. Voilà, donc il fait pas ça que pour la justice, hein, il fait ça pour l'administration, voilà. Mais la justice y passe également. Et donc le roi est un petit peu plus concerné par les peines capitales parce qu'il a un petit peu plus son avis à donner. Donc déjà, ce qui va changer à partir du XIIIe siècle, c'est qu'on peut faire appel. Non, sérieux? Oui. Par le Parlement, par le biais du Parlement. Lors d'une condamnation à mort, la famille ou la personne condamnée peut faire appel. Mais sachant que ces personnes se défendaient comment? J'allais dire, attends, déjà c'était au niveau local, donc qu'ils étaient par exemple condamnés. T'es condamné au niveau quand local. Quand ils faisaient appel, ça passait à un autre niveau. Ça passe par le Parlement qui est situé à Paris. Exactement. Ça devait être le sbeul à l'époque, ça prend du temps. Siècle, ouais. Non, franchement, on est quand même sur une belle organisation. Va lui dire que c'est pas de ma faute. Enfin, c'est compliqué. Mais non, mais du coup, c'est-à-dire que je pense que la personne qui décide de faire appel informe la justice locale qu'elle va faire appel, et donc du coup, il est en cellule.
et il attend. Et il y reste parce que le mec ne revient jamais. Et il attend jusqu'à ce qu'il y ait une décision de Paris qui revienne. Sachant qu'en fait la prison et ce jusqu'à tard, jusqu'à la fin du Moyen Âge, la prison c'est pas vraiment une fin en soi. Aujourd'hui, quand on est condamné, souvent on peut être condamné à des peines de prison ferme. Ouais. À cette époque-là, la prison c'est un endroit où on attend un jugement. Et ensuite, soit on est condamné à mort, soit on est condamné, à 2 heures de pilori, à avoir les mains tranchées, à payer une amende, et ensuite on nous relâche. Oui, aujourd'hui c'est devenu par défaut parce qu'on a annulé la peine de mort et du coup les mecs restent en prison, mais ça n'avait pas cette vocation à la base. Et puis les sévices corporels aussi. Oui, voilà, c'est, je vous l'avais déjà dit, mais au Moyen-Âge et encore plus sous l'Ancien Régime, on aime bien les peines humiliantes. Donc le pilori, le fait de te mettre à la place du village avec un petit panneau autour du cou, avec écrit, c'est exactement, j'ai volé du pain et troussé la boulangère et c'était pas bien parce qu'elle était mariée. Et voilà, non mais c'était un peu ça. Fallait écrire petit. Non, c'était des grosses pancartes. Voilà. Donc voilà. Donc quand il y a cet appel, le Parlement ou même en dernier recours le roi peuvent décider effectivement de gracier la personne ou de réétudier à nouveau le procès pour s'assurer de la culpabilité ou non de la personne. Voilà. Mais tous ces gens-là, ils sont défendus par des avocats ou pas? Ou ils défendent d'eux-mêmes? Non, je pense que ça dépendait des moyens, à mon avis. Donc si t'étais bien né, tu pouvais te payer un avocat. Si t'étais mal né, tu te démerdais tout seul. Ouais, je pense qu'il y a plus ou moins de ça, mais après. Bonne question, ça, par rapport à ce que tu disais que dans les provinces, ils n'avaient pas forcément l'intégralité des lois ou machin. Du coup, les avocats, si c'était des avocats de la province en question, du coup, eux, ils avaient forcément accès à l'intégralité des lois, sinon ils servaient un peu à rien. C'est pas qu'il y avait pas des lois, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de loi uniforme, c'est-à-dire que ça dépendait de la région où tu habitais. Et du coup, les avocats, ça dépendait aussi. Comment ça? Si un avocat était avocat, je prends en fait, il y avait pas Bagnères de Bigorre, il était avocat selon les lois de Bagnères de Bigorre. Mais il y a pas vraiment de formation. Un avocat, ça va être un homme de lettres. Si je comprends bien, en fait. Un homme éduqué, quelqu'un qui... Il n'y avait pas de barreau à l'époque. Oui, c'était plus une fonction consultative qu'un métier finalement. En quelque sorte, oui. C'est un bon orateur. De résumer, il n'y avait pas de juridiction à proprement parler. C'était un peu freestyle, donc du coup il y avait rien à étudier vraiment. Fallait juste être un peu malin et savoir bien parler. Absolument. Donc voilà. Alors le roi au Moyen Âge, il a tendance à beaucoup plus gracier qu'on ne le croit. Ok. Parce qu'on affirme beaucoup plus son pouvoir. Par le pardon. Exactement. En sauvant la vie de quelqu'un, qu'en le faisant exécuter, t'affirmes beaucoup plus ton autorité, ton pouvoir. T'as pas la possibilité. Enfin, un roi, il a dans tous les cas la possibilité de te condamner à mort, mais là c'est encore plus grand, il a la possibilité de te garder la vie. Il est en position de sauveur, quoi. En quelque sorte. Quand tu donnes la mort, tu te mets au niveau de la personne, alors que quand tu le protèges, tu montres ta force. T'es grand et miséricordieux, tu te rapproches en quelque sorte du Christ. Exactement, voilà. Donc il y a quand même pas mal de grâce au Moyen-Âge, et le roi, une fois de plus, il a toujours cette mission d'envoyer ses sujets au ciel, et donc de leur laisser une chance par la rédemption, etc., etc. Donc c'est pas mal. Au Moyen-Âge, il y a également des exemples d'erreurs judiciaires, de merde, on a condamné Maurice et en fait on se rend compte que c'est pas lui. Elle existe. On a des cas d'erreurs judiciaires et c'est assez intéressant de voir comment on peut traiter les juges ou les prévôts, enfin en tout cas les personnes qui ont ordonné une condamnation à mort. Ouais, alors qu'en réalité, alors on a le cas d'un prévôt au XIVe siècle qui a fait pendre un mec par erreur. Comment? Il s'appelait Daniel? Oui. Ah, c'était drôle. Et donc, il a été, pas condamné, mais en tout cas, il lui a été demandé d'aller en habit de pénitent au gibet, d'aller dépendre lui-même, le monsieur. Mais attends, c'est-à-dire qu'il y était encore? Oui. Ah bah oui, parce que souvent... Il était mort. Oui, il était mort, mais souvent on t'expose. Après. Mais pendant combien de temps? Jusqu'à ce que la tête se détache du corps. Un faisandage dans les règles. Alors, stop. Quand tu prends quelqu'un, chose que tu vois pas dans les films, la tête au bout d'un moment se détache du corps. Bah oui, mais non, alors en fait ça dépend de la violence avec laquelle on le fait. Parce que normalement c'est la nuque qui se brise. Oui, mais ça c'est quand on te le fait entre guillemets à la façon moderne avec la trappe où tu tombes d'un coup sec. Mais au Moyen-Âge on te pend haut et court, c'est-à-dire on te met déjà la cordelette et ensuite on tire. Donc du coup c'est la cordelette qui scie le cou en fait.
Bah non, tu te décomposes, ça peut durer des semaines. Oh, charmant. Oui. Donc Alors- les odeurs, les vautours, tout ça, ça fait partie du Exactement. truc. Il y avait au Moyen-Âge, et ce jusqu'à longtemps, un très bel endroit à Paris, au niveau de l'actuelle gare de l'Est, qui s'appelait le gibet de Montfaucon. Et donc c'est un genre de HLM à pendu. Oh, Voilà, on pouvait mettre jusqu'à une 50aine de corps Ah, dessus. c'est un joli arbre de Noël. Ouais, c'est vachement beau. Mhm. Et c'est là-bas qu'est pendue Esmeralda à la fin de Notre-Dame de Paris. Voilà. Et pour Oh. ceux qui ne le savaient pas, Esmeralda est pendue à la fin. Spoil. Voilà. Pour ceux qui ont vu gratos. Elle ne finit pas avec Phébus comme dans Disney. Absolument. Phébus, il l'a presque violée, bordel. Mon Dieu. Et Ça, presque. oui, Il a mis un doigt. Non. Il a on est pas tout mis. Un carton On en jaune. reparlera dans le sujet Carton jaune escalade. totalement, je me défausse Bref. complètement. Et donc du coup, il a dû aller le dépendre, ce prévôt, en habit de pénitent, et il a dû lui faire un bisou sur la bouche pour lui redonner le souffle de vie. Enfin, mais il était mort quand même, quoi. Spoiler, ça a pas marché. Non, non, mais du coup, en fait, de façon imagée, on lui a redonné la vie, et donc du coup, on a pu l'enterrer ensuite. Enfin, il a pu remourir en gros, et on a pu l'enterrer en terre chrétienne et de façon digne et honorable. En fait, on lui a demandé de faire un bisou magique, quoi. Oui, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, sous l'Ancien Régime, souvent l'application de la peine de mort, elle est quand même assez rapide. C'est-à-dire, on te condamne à mort et c'est soit à exécution immédiate. C'est-à-dire que pendant le procès, on monte le pilori, quoi. Ça arrive. Ça met pas la Il y pression, avait quoi. une procédure administrative à l'époque, c'est ça. Voilà. Et Le ou mec alors, aiguise son couteau, non mais ça va bien se passer. ou alors ça se fait dans la semaine. En tout cas, c'est quand même assez rapide. Contrairement à aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, où Oui, tu peux rester des les années gars dans le peuvent couloir de la attendre mort. des fois des décennies Ouais. entières dans les couloirs de la Les mecs, mort. ils meurent avant. Et ils ne savent pas à quelle date ça va tomber. Mais aux États-Unis, ça fait partie de la peine. C'est-à-dire que c'est une souffrance supplémentaire. On te Horrible. fait vivre tous les matins en te disant mais peut-être que ce matin est le dernier, quoi. Ça, avec Carpe Voilà. Diem, mais dans le mauvais sens, quoi. Enfin, Absolument, c'est tout à fait l'idée. Voilà. Alors moi je trouve que la période, enfin vraiment cracra de la peine de mort en France, c'est entre le Moyen Âge et la Révolution française, ce qu'on appelle plus Ce qu'on appelle la communément période cracra, oui. la période cracra moderne, l'ancien régime, où là c'est la fête du slip en termes de créativité pour les exécutions. Donc elles sont Ah quand non. même toutes assez codifiées Ouais, selon tu le m'as crime que tu as commis. tu en as parlé de quelques-unes, elles sont pas classe. Ouais. Non, pas toutes. Ouais. Alors le commun des mortels, vous, Strapade. vous, moi, voilà, et votre beau-frère, si vous n'êtes point noble, eh bien vous méritez la pendaison. Donc, bah, Voilà. ça va. Sauf- Non, ça fait mal, comme je te l'ai dit, haut et C'est- court. Ouais, c'est douloureux. Hein. Ouais, C'est c'est pas long, hein. clac. Non, non, Moi, c'est j'ai- long. moi, j'ai le côté Zorro ou bim, t'as un... Non, 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 c'est lent. Il y a pas un truc comme quoi on pouvait pas pendre des femmes à cause Si. des jupes là. Alors oui, il y a eu une longue période en fait où on a arrêté de pendre les femmes parce que un corps qu'on pend, il s'agite et les femmes elles soulèvent leurs jupons et ces messieurs ils pouvaient être amenés à avoir des choses un petit peu tendancieuses parce qu'on porte Il y a des hommes qui pouvaient être excités par porte pas de culotte et par ça. du coup. non, c'est une question. Bien sûr. Men are fucking trash. La culotte d'une femme en train d'agoniser, c'est excitant du coup. C'est une question de mœurs en tout cas. Enfin voilà, la police des mœurs rôdait autour des places publiques et donc du coup il y a eu une longue période où on trouvait d'autres astuces pour les femmes et il y a notamment On a toujours fait preuve de créativité de toute façon. ouais, on les enterrait vivantes, c'était plus simple, il n'y avait pas de bourreau à payer. Voilà. Voilà. Jusqu'à ce que sous Louis XIV, il y a un ingénieur, je pense, qui a dû tabler pendant 2 semaines sur le sujet et qui a dit les gars, j'ai une idée lumineuse. Vous voyez les catapultes, là? je tiens quelque chose. Et non, en fait, on s'est juste dit qu'il suffisait de mettre une corde en fait au niveau des genoux des nanas, comme ça la jupe elle se lèverait plus, quoi. Enfin, Le premier ingénieur. Thinking design. Génie. voilà. On lapidait pas à l'époque. Alors je crois qu'en France ça s'est très rarement fait. Pas trop la D'accord. mode. Ouais, je crois qu'en France, là t'es plus, je pense que la lapidation t'es plus sur un truc de lynchage que de condamnation à mort. Tu sais, un petit village où l'opinion publique pète un peu les plombs et on va lyncher la personne, quoi. Oui, mais Mais tu, c'est tu pas- peux en mourir complètement. Oui, bien sûr. Non, mais un lynchage, ça peut se traduire par la mort, hein, mais D'accord, mais c'était pas la. mais de la façon condamnation, d'exécuter, ouais. ouais, non, je pense pas. Ok. Voilà, si un auditeur a oui dire, voilà, qui n'hésite pas à poster un charmant commentaire Twitter, voilà. Oui, bref. Et donc, sinon, pour les questions de religion, souvent c'était le bûcher. Donc la sorcellerie, Ouais. l'hérésie, l'homosexualité. Le dernier couple homosexuel à avoir été condamné à mort en France, c'était au XVIIIe siècle, c'était à Paris, rue Montorgueil, et ils ont été brûlés. Voilà, c'était 2 hommes. Encore une fois, je pense que
Au niveau du 19e et du 20e siècle, on peut trouver quelques exemples qui seront pas classe et pas Oui, loin oui. de ça. Ah non, bien sûr, mais là, t'es Bah, sur la condamné dernière, officiellement. voilà, exactement, la dernière condamnation officielle. Donc pour les nobles, c'était la tête tranchée. Ça, c'était ce qu'il y avait de plus sympa. Attendez quelques secondes, monsieur le bourreau. Ah, boum. Oui, ça c'est la guillotine. Voilà. Oui, bah ça va, je fais ce que je peux. Là, moi, je te parle puis on est en France, donc c'était classe, on faisait ça à l'épée, non pas à la hache, parce que. Ah, mais du coup, à l'épée, il fallait plusieurs coups. Finesse française, pas forcément. T'as une bonne lame. Voilà, le problème c'est d'avoir une bonne lame, mais oui, il faut en moyenne 3 à 4 coups. Dans la province de la gueule, par exemple, c'était chiant. Voilà, 3 à 4. 3-4 coups, c'est énorme. C'est c'est long. Ouais, tu sens que le premier, hein, je pense. Non, je suis pas sûre, je sais pas. Ouais, je peux Pour les faux monnayeurs, il y a une période à Paris où on les ébouillantait, comme les homards. Voilà. Je te fais le petit bruit. Oui. En plus, c'est pas dans un rond-point à Paris, ça où on Si, peut si, toujours si, voir, c'était rue de l'Estrapade. Exactement. Ah, et du Ouais. coup, l'estrapade. Oui. Non Non. Non, je confonds avec l'Estrapade Week-end technique d'exécution. Non, c'est rue de l'Arbre Sec. Oui, Ah, c'est voilà. plutôt Bah, ça. C'est excusez-moi. rue de l'Arbre Sec dans le 1er arrondissement, je crois, juste à côté du Louvre. Ne regarde pas. Et sinon, oui, il y a effectivement à Paris une rue qui s'appelle la rue de l'Estrapade. Et l'Estrapade, c'est également un moyen d'exécution qui a été utilisé toujours sous l'Ancien Régime au XVIIIe siècle pour les soldats déserteurs. C'était un genre de gibet très très haut. On attachait le supplicié par les bras, donc les bras étaient noués derrière le dos. On soulevait, donc déjà ça lui déboîtait les épaules. On le soulevait très très haut et ensuite, une fois qu'il était en haut, on le lâchait. Et on s'y reprenait à 4-5 reprises jusqu'à ce qu'il meure, quoi. Voilà. Imaginez comme du sol élastique, mais sans élastique. Sans puis- élastique et sans fun. Ouais, puis- Aucun fun. Non, sol, quoi. zéro fun. Alors, c'est Juste horrible comme méthode. pour info, s'il y a des personnes qui nous découvrent avec la saison 3, je voulais juste vous préciser que Camille n'a pas regardé ses notes depuis 15 minutes à peu près. Et surtout, s'il y a des personnes sensibles, on a oublié de vous le dire, n'écoutez pas ce sujet. Changer. Et techniquement, qu'est-ce qui coûtait moins cher entre le bûcher et la pendaison? Alors le bûcher sous Louis XIV, on a un véritable problème, ça coûte cher en bois. Bah ouais. Ouais. Et donc je crois que c'est Louis XIV qui va dire, bah écoutez les gars, pour faire des économies, on va passer par du sapin. Ouais, parce En que plus, ça crame plus vite le sapin. alors en le plus. sapin crame plus vite, mais le problème c'est qu'il fait plus de fumée et donc selon le sens du vent, les gens qui venaient assister à l'exécution Ah, oui. mouraient asphyxiés. Oh non, les particules fines. C'est con. Dommages collatéraux. C'est gênant. Ok. Voilà. Donc le bûcher coûte plus cher que la pendaison Ouais. et a le désavantage de brûler tous les gens autour. Ouais, mais c'est plus spectaculaire. Ouais, mais go pendaison, du coup, enfin, si on est disruptif et qu'on pense vraiment chiffres. Ouais, bah oui. Go je pense. pendaison. Je suis pas chaud pour comparer les moyens de torture, hein. Je vous avoue tout de suite, je dis ça comme ça. Ok. Voilà, moi j'ai mon fétiche en termes d'horreur. Je pense qu'on pourra jamais aller plus loin. Ça me faisait peur comme Mon fétiche en termes d'horreur. Ça me... les pieds, j'adore les pieds. Non, c'est le crime, enfin c'est l'exécution qu'on réservait aux régicides et enfin aux parricides et aux régicides. Alors, pourquoi- L'écartèlement. Ouais. Ah. C'est l'écartèlement. Ouais. Je voyais le truc Il arriver. y en a pas eu des masses en France, Dieu merci, mais c'est quand même bien cracra. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous Non, visualisez. non, c'est 4 ça. chevaux, un coup de fouet. Surtout, tu me l'as raconté Voilà. tellement de fois que ça Ouais. va aller. J'ai encore les Donc, images. donc voilà, et justement, il y a un écartèlement qui va marquer en France, c'est celui de Damien. Ah non, pas celui-là. Et donc, C'est mon Qui est préféré. Damien? Qui est Damien? donc Attends, j'en sens mon album Panini. Damien, c'est un homme du tiers-état qui a essayé d'assassiner Louis XV. Donc il va à Versailles et entre deux bosquets, il lui plante son canif. Louis XV, il voit 3 gouttes de sang, il s'effondre par terre. Ah mon Dieu, on m'assassine. Ah, je suis mort, convulsion et tutti quanti. Damien se dit, yes, j'ai fait une ravaillac, je suis trop content. Il se fait arrêter, il est condamné à l'écartèlement. Et en réalité, Louis XV, il a eu une blessure d'une profondeur de 2 cm entre deux côtes, à un endroit parfaitement inoffensif. Il pétait le feu. Il est parti à la chasse 3 jours plus tard. Quel pignouf ce Louis XV. Et Damien, on l'a quand même condamné à l'écartèlement. On lui a annoncé au moment de l'exécution qu'il avait raté son coup. Ouais. Bah, en Et, vrai, il a quand même mis un coup de chlasse dans le roi, donc il allait oui. pas bien s'en tirer. tu Non. Et Damien, il a dit au bourreau le matin en sortant de sa cellule au moment d'aller à l'exécution, la journée va être rude. Voilà, j'adore cette anecdote. Mais pour lui ou pour le bourreau? Pour lui, Oui, de fait. pardon. Et c'était compliqué parce qu'il a été écartelé, mais c'était long parce qu'il était bien bâti. Et quand il était tronc, il était toujours vivant, donc on a dû le traîner dans un bûcher. Oh, je suis tronc aujourd'hui. On a dû donc, ne perdons pas le fil, on a dû le traîner dans un bûcher par les oreilles parce qu'il était encore vivant. par les C'est oreilles. le seul endroit où tu pouvais l'attraper.
Bah, Il avait peut-être un Mais tout oui, il petit n'y avait nez. pas de prise. Enfin, toi qui fais de l'escalade. les cheveux. Des moignons. Bah, Mais peut-être ouais. qu'il avait la tête rasée. je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, cette Coriace, exécution, donc. elle est longue, Ah, oui. elle est dégueulasse, elle se passe en public à Paris, et elle va, et c'est tout à fait normal, scandaliser l'opinion publique parce qu'on est en pleine époque des Lumières, on est au XVIIIe siècle. À une époque où on est en train de se dire, est-ce qu'on a besoin de passer par toutes ces merdes? Tu m'étonnes. Non, mais C'est au bout voilà. de 8 heures d'écartèlement. Est-ce qu'on a vraiment Non, mais besoin de ça? Casanova nous raconte que c'était tellement long, cette exécution, parce qu'il y était, qu'il a eu le temps de trousser une dame sur la place de Grève pendant l'exécution. Meuf, tu nous fais une France culture de ouf. Quelle prince. Casanova nous racontait. Mais les gens sont restés jusqu'au bout ou pas? Parce que Ouais, je sais pas. Peut-être pas tout le monde, hein, je sais pas. C'était le The Tree of Life de l'époque. finalement. Hicham, j'ai vu dans son regard, il a failli nous tenter une blague et il a fait un et il s'est dit non, mauvaise idée, il a reculé. Putain. Mais c'est très bien, tu prends des bons réflexes. Et donc, on va commencer à avoir des premiers textes contre la peine de mort. On a un Italien, Cesare Beccaria, en 1764, qui écrit un ouvrage qui s'appelle Des délits et des peines, dans lequel il dit ce serait bien quand même qu'on limite la peine de mort. Ça va avoir son petit effet, étant donné qu'en 1786, on a Ferdinand de Toscane qui va abolir la peine de mort en Toscane, en 1786. Ah. Pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal. On a Voltaire également, qui lui va être totalement choqué par la mort du chevalier de la Barre, je crois qu'il s'appelle. Enfin, un type qui aurait prétendument, un chevalier qui aurait prétendument craché sur un crucifix, et on l'a condamné à la roue. Donc en fait, on l'a attaché à une roue et on lui a brisé tous les os du corps avec une grosse barre en métal. Ouais, et on finit par la tête. Voilà, donc ça pareil, c'est pas une des plus fun, mais du coup pareil, ça a bouleversé l'opinion publique, d'autant plus qu'on s'est rendu compte quelques années après que c'était peut-être pas lui. Voilà. Donc Voltaire, il va se prendre de passion pour cette histoire et il va beaucoup en parler. Voilà, au XVIIIe siècle, on commence à y réfléchir. Arrive la guillotine, parce que comme je vous l'ai raconté, on se dit que de toute façon, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui aient des morts purement dégueulasses et d'autres qui aient des morts entre guillemets un peu plus propres. Donc on invente la guillotine dans l'idée d'offrir la même mort à tous les condamnés. C'est beau. c'est louable. Oui, non, mais l'idée de la guillotine était l'idée. bonne. Disons que pour l'époque, c'était progressiste. Oui, tout à fait. Et en 1792, on fait une loi en France où on dit que tout condamné à mort devra obligatoirement passer par la guillotine. Et cette loi va durer jusqu'en 1981, jusqu'à l'abolition de la peine de mort, en fait. Voilà, on n'est jamais revenu dessus. Pas si longtemps que ça. Bah non, 81, non. Ça me rend C'est clairement pas vieux. Et donc on va avoir... Ouais. Pendant 200 ans, en France, on a condamné à la peine, enfin, quand on était condamné à la peine de mort, c'était uniquement la guillotine. Alors, il y a quelques rares exceptions au XXe siècle. Ça peut être si c'est une condamnation militaire, ouais, qui vient d'un tribunal militaire, c'est le peloton d'exécution. T'es fusillé. Ok. Voilà. C'est Ça simple. coûte cher en balles aussi, ça, hein, quand Mais même. non, mais non, parce que tous n'avaient pas des balles. Pour qu'il n'ait pas le. Pour le fun. Enfin, Non, c'est pour le... non, Ah oui, tous n'avaient pas ce la truc-là. culpabilité d'avoir Exactement. tiré sur quelqu'un. Ah. Genre, il y en avait que quelques-uns ou un seul qui avait une balle et Ouais. les autres non. Et du coup, tu savais pas, tout le monde tirait en même temps. Et le mec qui avait une balle, s'il tirait mal, on recommençait Et ou bah, je moyen. pense que s'il tirait mal, il se faisait buter avec l'autre, je pense. Non, mais ils en avaient chacun certaines à blanc et certaines qui tuaient, Ouais. en fait. Ouais. C'était un effet de style. Voilà. Et on va faire une première tentative d'abolition de la peine de mort en 1795. Ça va durer quelques mois. Ensuite, Napoléon prend le pouvoir, il va la remettre. Ensuite, on va à nouveau abolir la peine de mort en même temps que l'esclavage en 1848. Mais ça, pareil, je crois que ça dure 3 semaines. Et ensuite, on la rétablit avec un changement de régime. Enfin bref, il va y avoir plein de tentatives en France pour abolir la peine de mort. On va à nouveau tenter de l'abolir en 1908. Donc il y a un siècle. C'est Aristide Briand qui avait déjà œuvré pour la séparation de l'Église et de l'État qui va s'y mettre. Il y a Jean Jaurès qui va le soutenir. Mais ça fonctionne pas. Si, Victor Hugo, ça c'était un petit peu avant, mais qui écrit Le dernier jour d'un condamné, effectivement, qui va bouleverser une partie de l'opinion publique. Et mais en fait, le problème, c'est que c'est souvent des personnes de lettres qui veulent abolir la peine de mort, mais l'opinion publique, elle est quand même essentiellement pour la peine de mort. Voilà. Arrivent les années où on se pose énormément de questions, les années 70, où on est à une période où on va avoir quand même
de belles avancées sociales. On a notamment la légalisation de l'avortement. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et forcément, la peine de mort commence à ressortir un petit peu à ce moment-là. On va avoir plusieurs affaires, dont l'affaire Christian Ranucci, dont Camo va nous parler, qui vont commencer à semer un petit peu de doute sur la peine de mort. Et il y a une affaire qui va tout bouleverser, qui est l'affaire Patrick Henry, qui se passe dont le procès a lieu en 1977 à Troyes, et qui va qui va sonner le glas de la peine de mort en France. Donc Patrick Henry, c'est un jeune homme de 23 ans qui enlève un môme pour demander une rançon à ses parents. Les parents payent pas la rançon, en tout cas pas assez vite à son goût. Il est emmerdé avec l'enfant, il sait plus quoi en faire, il le tue, il l'étrangle. Et il continue à faire croire aux parents que l'enfant est vivant pour continuer à essayer d'avoir des sous. Et le pire, c'est que c'est un proche des parents, donc il va aller dans la rue, ouais, la mort pour l'assassin, faut qu'on retrouve ce connard, etc. Enfin, il va jouer le jeu jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on découvre le corps de l'enfant. Ça me rappelle Alexandre Daval, ou je sais plus comment il s'appelle, le franc-comtois, là. Ouais, t'es à peu près dans le même délire. Et donc au final, il va avouer le meurtre, et le procès s'ouvre à Troyes en grand comité. Donc il va avoir 3 avocats, dont un certain Robert Badinter. Ah, le fameux. Voilà. Et autant vous dire que l'opinion publique, elle est totalement pour la mort sans appel de Patrick Henry. Patrick Henry lui-même sait qu'il aura probablement jamais 24 ans. Il se fait pas trop d'illusions. Et donc, si vous voulez, l'enjeu du procès, c'est pas tant de prouver la culpabilité ou non de Patrick Henry, parce que lui-même il a avoué. L'enjeu du procès, c'est est-ce que il faut condamner à mort Patrick Henry ou pas? Ouais. Alors, les gens pour la peine de mort, c'est vraiment des gens, et d'ailleurs je me suis un petit peu renseignée dans mon entourage ou quoi, c'est vraiment l'aspect vengeance en fait qui prime aujourd'hui. Moi j'ai demandé, ça fait une semaine que je demande à des potes, à de la famille, toi la peine de mort t'en penses quoi? Je suis assez étonnée du nombre de personnes qui m'ont dit je suis pour. C'est assez hallucinant. Mais je respecte sans problème. Et à chaque fois, on me dit parce que, c'est vraiment l'esprit loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Exactement. Et ça, Badinter, il va mettre ça en avant en fait lors du procès de Patrick Henry. Il va dire voilà, la peine de mort aujourd'hui, en fait, c'est une vengeance, mais ce n'est absolument pas dissuasif. Ça n'apporte rien aux familles, ça ne résout pas le problème. Et en fait, il va faire un truc de ouf pendant 1h30, il va faire culpabiliser les jurés. Et je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire qu'il va dire, vous voyez là, l'avocat général qui vous dit condamner ce type à mort, c'est pas lui qui va voter, c'est vous. C'est vous qui aurez la conscience d'avoir buté quelqu'un, d'avoir coupé un homme en deux. C'est-à-dire, c'est l'expression qu'il va utiliser tout le temps. C'est vous qui aurez jusqu'à la fin de votre vie la culpabilité d'avoir coupé un être humain de 23 ans en deux. Maintenant, si vous êtes bien avec ça, allez-y, votez. Et il va dire ça pendant 1h30. Et donc il y a la moitié des jurés qui font en larmes, forcément. Je pense qu'ils y sont allés pas sereins. Ouais. Et Patrick Henry a échappé à la peine de mort. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Donc je crois qu'à l'époque c'était encore 39 ans. Voilà. Et ça va plutôt bien fonctionner. Et c'est une réelle surprise, et d'ailleurs l'opinion publique va être bouleversée, c'est-à-dire qu'il y a eu dans les rues de Troyes des gens qui ont hurlé. Je crois que les avocats de Patrick Henry, ils ont eu des escortes pour réussir à sortir. Enfin voilà, c'est un peu parti en cacahuète. Et puis là, ça va sonner vraiment le glas de la peine de mort, c'est-à-dire que quelques années plus tard, on a en France, j'allais vous dire, j'ai oublié son prénom, mais non, François Mitterrand, j'ai eu un trou, qui lors d'une émission télé où il avait déjà annoncé sa candidature à la présidentielle, annonce que si il est élu président, il fera abolir la peine de mort, car lui-même était contre. Moi, j'ai aujourd'hui beaucoup de mal à comprendre pourquoi la peine de mort elle n'a pas été abolie sous Valéry Giscard d'Estaing, qui était pas vraiment un type. Il était occupé. Non, mais je veux dire, il était plutôt réfractaire, Giscard d'Estaing. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il était plutôt présenté comme un homme moderne qui justement voulait l'abolir. Même si lui-même alors qu'il a quasiment jamais gracié personne, je crois. Hein. Il a pas signé de grâce, Giscard d'Estaing, ou alors il en a très peu signé. Ouais, mais c'est sous son mandat qu'il y a eu la loi autorisant l'IVG. Enfin, je trouve que c'est archi contradictoire. On est tous pétris de contradictions, Camille. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et donc François Mitterrand est élu et Badinter est nommé garde des Sceaux. Et je crois que c'est quelques semaines après l'élection de François Mitterrand que l'abolition de la peine de mort en France est votée. Donc voilà, ça s'est fait plutôt rapidement et c'est une bonne chose. Bien vu. Mon Dieu, quelle histoire, quelle progression.
J'ai eu beaucoup de haut le cœur, je ne te le cache pas. C'était très intéressant. Les membres détachés, la chair, tout ça. Mais très chouette. Merci. Et beaucoup de respect pour... Désolé, enfin pour ceux qui trouveront que c'était très survolé, mais c'était. Je suis en train de voir le... Non mais oui, ça fait longtemps. Une heure et demie, c'était... Mais je suis en train de voir dire, c'est un sujet qui est tellement vaste. Je suis en train de voir le compteur de l'épisode, personne pensera que c'est survolé. Là, ça indique 45 minutes. Ah oui, bah voilà, ouais. Ça m'étonne pas, désolé. Bah c'est pas grave, elle a pris la place de Juan. Oui, mais on va passer au sujet de Camo. Allez. Que celui qui a fait ça se dénonce. Je vais me débrouiller. Je vais l'interroger en anglais. Non, parce que si vous n'êtes pas sûr, faut le dire, Larmina. Hein. Il n'est pas de honte à ne pas savoir. Hein. Magnifique jingle. Je pensais pas qu'un jour on associerait Ranucci et Shaggy. Bah de rien. C'était un très très beau jingle, Hicham, bravo. Merci. Christian Ranucci, l'affaire Christian Ranucci. En 3 points, il est né le 6 avril 1954 à Avignon. Il a été condamné en 1976 pour l'enlèvement et le meurtre de Marie-Dolores Rambla, âgée de 8 ans. Et il a été guillotiné le 28 juillet de la même année à la prison des Baumettes à Marseille. Un sujet d'une concision remarquable. C'est fini déjà. C'est ouf. C'était juste pour résumer vite fait la vie de ce jeune homme, n'est-ce pas, qui est l'antépénultième condamné à mort de France. L'avant-dernier. L'avant-avant-dernier. Ah, putain. C'est l'avant-avant-dernier. Vous aurez appris un mot aujourd'hui. J'ai pas assez écouté les grosses têtes. Est-ce que vous connaissez l'affaire Christian Ranucci? Mais pas du tout. Non. Oui. Pas le moins du monde. Il y a que Camille qui connaît. Ce qui est drôle, c'est que j'ai proposé mon sujet à Camille, qui ne savait pas que j'allais faire ça, et elle m'a dit je fais un sujet sur la peine de mort, et donc sans se concerter, on a des sujets qui se complètent. Désolée pour les gens qui n'aiment pas tout ce genre d'histoire. Vous êtes vraiment dans les faits divers, les gars. La prochaine fois que tu viens, Camo, on fera les baptêmes. Ouais, non mais on parlera d'autres choses. Beaucoup plus sympa. Donc les faits. Alors toi, auditeur, auditrice, je n'ai rien de sonore à te faire écouter, mis à part le son de ma douce voix. Mais pour les gens autour de la table, j'ai fait des petits plans avec des pions. Génial. Un truc un peu nul. On va essayer de décrire ça du mieux. Mais ne te dévalorise pas. Mais voilà, c'est un plan qui n'est pas assez grand, donc vous ne voyez pas forcément tous, avec des petits pions qui sont des petits pions de cheval de petits chevaux. Petits chevaux avec des portraits dessus. Ah. Voilà. Donc c'est absolument pas radiophonique. Oh mon Dieu. Ah, la belle mode des années. Ouais, vous allez avoir des magnifiques photos. Voilà. Alors, les faits. On va commencer par les faits. L'affaire débute le lundi 3 juin 1974 dans la cité Sainte-Agnès, qui est un quartier à Marseille. Vers 11h du matin, Marie-Dolores Rambla, je prends le petit cheval avec son portrait. Elle est toute petite. Mon Dieu, que c'est creepy. Elle a 8 ans et elle est en train de jouer avec son petit frère Jean-Baptiste, qui a 6 ans, devant chez elle. Oh mon Dieu, je suis perdue. Voilà. Je sens qu'il va être turbo glaucose. Le plan, elle est en train de jouer avec son petit frère. Pour décrire aux auditeurs auditrices, on a des petits chevaux avec des photos d'enfants. Sur un plan Google Maps. C'est terriblement glauque, je suis vraiment navrée. Ils jouent tous les deux vers 11h du matin devant chez eux dans la cité, donc de la cité Sainte-Agnès, du quartier des Chartreux à Marseille. Et pour ceux qui souhaitent s'y rendre, c'est 132 rue Albe. Voilà. Quand une voiture grise, identifiée ensuite comme une Simca 1100, j'ai pas de petite voiture par contre, je suis désolée. T'as pas un monop chez toi, Ilias? Se gare à proximité d'eux un jeune homme, en descend, et leur déclare avoir perdu son chien noir. Il leur demande de l'aide pour le retrouver. Et pour ce faire, il envoie Jean-Baptiste, le petit frère, faire le tour de l'immeuble, tandis que le monsieur va chercher de son côté avec sa grande sœur. Et vous voyez le truc arriver, évidemment, quand le petit garçon revient au point de départ. Et puis la petite sœur. Marie-Dolores, sa grande sœur, a disparu avec le jeune homme. Dans le même temps, Eugène Spinelli, garagiste de profession. Bonjour, je suis Eugène Spinelli, qui ressemble à Bruce de Y Penser. Un garagiste dont le local se trouve à 50 mètres de la Seine, 6 rue des Linos, si vous souhaitez vous rendre sur place, relate avoir vu une fillette monter à bord d'une Simca 1100 grise avec un individu dont le signalement, grand, jeune, les cheveux châtains, peut correspondre avec Ranucci, aussi au niveau des vêtements qu'il portait ce jour-là. 1 heure plus tard, oulala, on change de plan, mon Dieu. C'est extrêmement glauque, je suis navrée. Alors, 1 heure plus tard, on passe une expérience entre incroyable. midi 15 et midi 30, à 20 km de là,
Vincent Martinez se faisait couper les cheveux de son vrai nom. est au Vincent volant de Martinez. sa voiture sur la D96. Voilà, comme ça. En direction de Toulon. Il est en direction de Toulon quand soudain... connard. Tu crois pas s'il vient de dire Camille. Quand soudain, sur la commune de Belcoden, plus exactement au carrefour du lieu-dit La Pomme, un coupé 304 Peugeot, ah non, c'est pas du tout lui, c'est lui. Un coupé 304 Peugeot gris débouche à sa droite, grille le stop. Oh là là. Et collision. Et il le percute violemment. Ah merde. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que le Peugeot 304 qui l'a percuté, eh bien, reprend la route en sens inverse de par la route qu'il arrivait. En voiture. Vincent Martinez, immobilisé sous choc, ne peut rien faire. En revanche, juste derrière arrive le couple Aubert, Aline et Alain Aubert, qui arrivent juste derrière et qui décident de prendre en chasse Putain, tu fais chier, toi. le chauffard. J'ai l'impression qu'on fait un cluedo, les gars. C'est extrêmement glauque, je m'en rends compte maintenant, en fait. J'aurais pas du tout dû faire ça. Je suis pas bien là. Vas-y. 1 kilomètre plus loin, Aline et Alain Aubert rattrapent le véhicule. Le coupé 304 Peugeot, qui est arrêté sur le bas-côté. Ils aperçoivent le conducteur qui s'enfuit dans les hauteurs, puis disparaît. Ils tentent de le rappeler en vain. Ils disent, mais ne vous inquiétez pas, revenez, ce n'est que de la tôle froissée. Et le conducteur... Ils le poursuivent sur 1 kilomètre. T'inquiète, ça va bien se passer. Et non, le conducteur disparaît dans les hauteurs. Donc le couple Aubert se contente de relever la plaque d'immatriculation avant de partir. 1369 SG06. Muni de cette précieuse information, Vincent Martinez, qui a eu son accident de voiture, va porter plainte à la gendarmerie de Gréasque à 13h15. Troisième temps, et après on arrête avec le plan. On arrête avec le plan, promis. Vers 17h, à 2 km du lieu de l'accident, dans une champignonnière, vous savez tout ce que c'est qu'une champignonnière? Tu as des champignons? Moi, un truc C'est là où on fait de l'élevage de champignons. Tu as une assez basse estime de nous, mais... Dans une champignonnière, donc symbolisée ici par le vert, le point vert, un jeune homme qui s'avérera être Christian Ranucci demande à un habitant du coin, Mohamed Raoult, j'ai pas sa photo, de l'aider à dégager sa voiture. Sa voiture, la fameuse Peugeot 304, qui s'est embourbée dans une galerie de la champignonnière. Celui-ci, et Henri Guadzon, qui est le contremaître de la champignonnière, aide le jeune homme à sortir de la champignonnière. Il quitte les lieux vers 18h, direction Nice. Ça, c'est les faits. Ça, c'est clairement les faits, comme ils sont précis. Et tout dans la même zone, vous remarquerez. Magnifiquement présenté, très belle mise en scène. Dans les 2 jours qui suivent ce lundi 3 juin, et suite à l'annonce de l'enlèvement de la petite fille, des témoins vont se manifester auprès des gendarmes pour signaler, sans le savoir, des comportements suspects attribuables au même individu. On a d'abord Monsieur Guadzon. J'ai perdu son pion. J'ai mis mon pion. Monsieur Guadzon, donc le contremaître de la champignonnière, qui appelle la gendarmerie de Gréasque pour évoquer ce curieux jeune homme présent dans la champignonnière. Alors, il était soit venu pique-niquer, selon certaines déclarations, soit il était venu réparer son pneu. Dans une champignonnière, mais dans tous les cas, il sait pas dans une champignonnière. De quoi faire? Pourquoi réparer son pneu? Non, mais sa voiture aurait glissé dans une galerie à ce moment-là, puisque c'était en pente. Okay. Monsieur Aubert, le mari des époux, le mari des époux, ça ne se dit pas, il téléphone à la gendarmerie de Roquevert pour annoncer que le jeune homme qu'il a vu s'enfuir dans les forêts portait dans les bras un paquet assez volumineux. Je cite. Et Monsieur Martinez, qui s'est fait emboutir sa voiture, appelle la gendarmerie de Gréasque pensant que son accident a un lien avec l'enlèvement, et il fait changer sa déposition, déclarant qu'un enfant se trouvait à ce moment-là peut-être à bord. Ah, mais il fait changer, c'est-à-dire que... Il change, parce qu'au début, il a juste déclaré je me suis fait percuter ma voiture, et voilà la plaque d'immatriculation du chauffard. Ok, d'accord. Voilà. Le lien est ainsi établi entre l'accident de voiture et l'enlèvement de Marie-Dolores Rombla. Ok. On fait des croisements. Croisés. Merci. Le 5 juin 1974, la gendarmerie se rend donc en nombre sur les lieux. Une battue avec des chiens policiers est organisée aux abords de la RN 8 bis et dans les forêts sur les indications de Monsieur Aubert, qui avait vu, je vous rappelle, la Peugeot 304 arrêtée sur le bas-côté. À 15h45, les gendarmes trouvent le corps d'une fillette dissimulée sous des broussailles dans cette zone. Le visage est tuméfié, le crâne fracassé à coups de pierre, elle s'est pris des coups de couteau, enfin c'est super. Chaque mètre carré du voisinage est passé au peigne fin, y compris la champignonnière. Et là, au fond d'une galerie, les forces de l'ordre découvrent leur premier indice, un pull-over rouge. C'est le scellé numéro 1. Quelle taille?
Enfin, c'était petit, Enfant. enfin, c'était une taille d'enfant ou Une taille adulte, une taille adulte, une taille Ah, adulte. mais Mais oui, non, mais c'est vrai que c'est important. Pour les enquêteurs, le suspect numéro 1 apparaît donc être le conducteur du coupé 304, immatriculé 1369 SG06 et identifié comme Christian Ranucci. Suite au signalement déposé par la victime de l'accident, le propriétaire du coupé 304 est ainsi identifié. Il est représentant de commerce à Nice, il a 20 ans, il est interpellé le 5 juin 74 en fin de journée à son domicile à Nice et placé en garde à vue. À ce moment-là, il reconnaît juste l'accident et le délit de fuite. Il explique avoir pris peur lors de la collision. Avec l'infraction au code de la route, il risquait en effet la suppression de son permis de conduire, indispensable pour son métier de VRP. Ah oui, faut y penser. Pour justifier sa présence dans la Champignonnière, Ranucci explique qu'un de ses pneus touchait la carrosserie après l'accident, qu'il est rentré dans la Champignonnière pour procéder à la réparation et il s'est retrouvé embourbé. Ça peut arriver, c'est plausible. Oui, c'est plausible, oui, tout à fait. Embourbement dont ont sorti Mohamed Raoult et Monsieur Gadzon. Lors d'un tapissage, vous savez tout ce que c'est qu'un tapissage ou pas? Bien sûr. Oui. Quand on change de tapisserie. Exactement. Un tapissage, c'est quand on a un suspect, mais qu'on n'est pas sûr que ce soit lui. On le met parmi d'autres individus. Derrière l'habit de Santin. Et on met des témoins, en l'occurrence les époux Aubert, le petit frère de la victime, le garagiste et le monsieur Martinez qui a eu sa voiture abîmée, derrière une glace Santin pour voir s'ils reconnaissent Christian Ranucci qui, pour vous qui êtes autour de la table, porte le numéro 3. Ah ouais, je dirais pour les auditeurs auditrices, c'est comme quand il y a plusieurs personnes côte à côte avec un qui se ressemble plus ou moins avec un numéro et la personne doit dire non, c'est le numéro 3 qui m'a fait ça. Voilà. Et là, lors du tapissage, une fois que Ranucci est arrêté, ni le petit frère, ni le garagiste, ni les époux Aubert, personne ne reconnaît Ranucci formellement. Ok. Voilà. Le 6 juin, au bout de 18 heures de garde à vue, ça a son importance, et au terme d'une confrontation avec les époux Aubert, Christian Ranucci passe aux aveux. Une heure plus tard, dans le cadre d'une déposition, il raconte en détail le déroulement des faits. Il dessine aux policiers un plan des lieux de l'enlèvement. Donc c'est celui que vous voyez là, qui a été dessiné des mains de Ranucci et signé de sa main. Donc il dessine aux policiers le plan des lieux, il raconte, il dessine vraiment clairement l'immeuble. Il y a même un muret qui existe vraiment, qui a été dessiné par Ranucci. Donc c'est extrêmement incriminant pour lui, puisque c'est extrêmement fidèle. Dans les pièces à conviction qui sont saisies dans sa voiture, on trouve un pantalon taché de sang qu'il reconnaîtra plus tard avoir porté le jour du crime. Et on retrouve également un couteau de marque Virginia Inox. Non, on le retrouve pas dans sa voiture, pardon. On le retrouve sur indication précise de Ranucci dans une tourbe. Ça se dit une tourbe? Ouais. Oui. Voilà. Une tourbe qui est dans la Champignonnière. Ranucci indique précisément où se trouve le couteau. Et il est trouvé, ce couteau que j'ai en photo. Là. Que j'ai avec moi. Que j'ai encore taché de sang. En gros, ça pue pour lui, quoi. Ça pue un peu pour lui, surtout qu'il indique précisément un endroit dans le tas de tourbe, mais les policiers vont chercher pendant 2 heures ce couteau qu'ils vont finir par trouver. Ranucci reconnaîtra que c'est son couteau. Il est ensuite déféré devant la juge d'instruction à qui il réitère ses aveux lors de ses 2 premières comparutions, et il réitère aussi ses aveux devant les psychiatres qui l'examinent le lendemain. Donc en gros, le mec est trempé jusqu'au cou dans l'affaire. Il est pas bien. 3 semaines plus tard, une reconstitution du meurtre est organisée. Ranucci indique simplement le lieu où il a garé la voiture, celui où il jouait avec les enfants, ainsi que la direction qu'il avait prise pour sortir de la cité Sainte-Agnès. Mais au moment de refaire les mouvements qui auraient précipité la mort de Marie-Dolores, il refuse, il fait une crise d'angoisse, il refuse de refaire les gestes meurtriers, et il indique quand même l'endroit exact où le couteau a été retrouvé. Donc en gros, il veut pas refaire le meurtre, mais pour tout le reste, ça colle quand même au niveau de la reconstitution. Le 27 décembre 74, donc ça fait 6 mois plus tard, Christian Ranucci est convoqué pour la dernière fois dans le cabinet de la juge en vue de l'interrogatoire récapitulatif. À ce moment-là, il se rétracte officiellement pour la première fois, affirmant ne pas se souvenir du tout, ni d'avoir enlevé, ni d'avoir tué Marie-Dolores Rambla. Pour autant, il reconnaît toujours avoir dessiné un croquis de la cité Sainte-Agnès où l'enfant a été enlevé. Au terme de l'instruction, la juge a entendu tous les témoins de l'accident, mais n'a pas auditionné le petit frère de Marie-Dolores et le garagiste. Ça a son importance. Pourquoi ? Parce que c'est...
Elle a refusé. Apparemment, la juge d'instruction était plutôt à charge, était persuadée que Ranucci était le coupable, et a refusé d'entendre le petit frère et le garagiste, qui, eux, tous les deux dans la déclaration, ont parlé d'une Simca 1100 grise. Oui, ce que je me disais tout à l'heure, on est d'accord qu'il y a 2 marques de voitures différentes. Et la Simca 1100 grise n'est pas la voiture de Ranucci, qui lui c'est pas conduisait une l'accident. Peugeot. Non, c'est pas la même. Ouais. Et c'est pour ça qu'on pense que la juge d'instruction a volontairement écarté ces témoignages parce qu'ils ne collaient pas. Et d'ailleurs, j'ai imprimé des modèles de voitures pour que vous vous rendiez compte. Donc la Simca 1100, elle se trouve là et là. Et la Peugeot 304 se trouve là et là. Ah, on dirait la même caisse. On dirait la même caisse. Ouais, alors après, les gens disent, oui, mais c'est un garagiste qui reconnaît avoir reconnu une Simca 1100. C'est un garagiste, c'est son métier. Il n'a pas pu trop se planter, sauf que le garagiste a vu la voiture de la personne qui a enlevé Marie-Dolores de dos. Et vous pouvez le voir, la Peugeot 304 de dos et la Simca 1100 de dos se ressemblent quand même énormément. Oui. Ce qui change surtout, c'est les phares d'avant. Ouais, c'est vrai. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc Ranucci, il est un peu en mauvaise posture. Arrive son procès. Il est défendu par maître Jean-François Le Forcené, j'ai plus les petits cheveux, mais j'ai sa petite tête, et qui est un avocat inconnu âgé de 25 ans à l'époque, qui se retrouve commis d'office pour l'affaire Ranucci parce que personne ne veut le défendre. Lui, il fait appel à son collègue Paul Lombard. La photo est encore plus petite, c'est d'un ridicule, qui est à l'époque un avocat très très émérite. Paul Lombard a vraiment une prestance dans ce milieu-là, et à eux deux, aidés de André Fraticelli, ils vont assurer la défense de Christian Ranucci, en sachant que Paul Lombard et Jean-François Le Forcené vont plutôt vouloir plaider l'acquittement, carrément, ce qui est osé. Fraticelli, lui, va vouloir plaider la culpabilité avec circonstances atténuantes, et il va se ranger derrière ses collègues pour, en gros, dire bon, je plaide pas, je suis avec vous, mais je plaide pas puisque je ne pense pas la même chose que vous. Voilà, donc nous avons 3 avocats, et le 9 mars 76 s'ouvre le procès de Christian Ranucci devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Tout le monde réclame la peine de mort. C'est un enfant de 8 ans qui a été sauvagement assassiné. Évidemment, à l'époque, comme tu le disais Camille, la peine de mort était encore en cours, même si Giscard d'Estaing était pas forcément très pour, mais les gens réclamaient surtout pour des meurtres d'enfants une peine de mort systématique. Et Christian Ranucci, à son procès, il est mauvais, il est hyper mauvais. Il reconnaît pas, il est imbu de lui-même, il est arrogant. Il fait une très très mauvaise impression aux jurés, qui sont au nombre de 9, et à l'opinion publique, qui n'a absolument pas envie de sauver sa peau. 3 semaines, et d'autant plus, 3 semaines auparavant, juste avant son procès, a été arrêté Patrick Henry, dont tu parlais en fait. Donc, qui a assassiné donc un petit garçon de 7 ans. Donc, forcément, tout ce contexte ne joue pas en faveur de Ranucci. Côté accusation, Vincent Martinez, les époux Aubert, ils apparaissent très très convaincants. Jean-Baptiste Tremblay, le petit garçon, et Eugène Spinelli, le garagiste, ne sont pas convoqués à la barre. Ils ne témoignent pas. Donc ça aussi, ça n'aide pas du tout. Quand le commissaire Alessandra, qui a mené l'enquête et recueilli les aveux en garde à vue de Ranucci, vient témoigner, Ranucci sort de son silence et l'accuse clairement de sévices et de torture lors de la garde à vue, ce qui pourrait l'aider dans le sens d'extorsion d'aveux. Côté défense, on a Janine Mattei qui est amenée à la barre. Quelques jours avant l'enlèvement de Marie-Dolores, sa fille, elle a été abordée dans une cité de Marseille par un homme prétendant chercher un chien noir circulant à bord d'une Simca 1100 et portant un pull-over rouge. Cet homme ne pouvait pas être Ranucci car il n'était pas à Marseille ce jour-là. Et pourtant, sa déposition, même si elle a plaidé, elle n'a pas été retenue dans le dossier. On a le droit de pas retenir la déposition ? Oui. D'accord, ok. Oui, après t'as des raisons, des vices, des machins. Enfin. Ok. Gilbert Collard, qui est un avocat très connu et qui est l'avocat de la partie civile. Il était déjà là. Et déjà là. Il était à la création du monde, il était déjà là. T'as vu son âge ? Donc lui, il était avocat de la partie civile. Collard, il va vraiment plaider. Il est pas pour la peine de mort. Il veut que Ranucci soit condamné, mais lui n'incite pas du tout à la peine de mort. Là où Armand Viala, l'avocat général, lui, va clairement
demander clairement une peine de mort. S'en suivent les plaidoiries, Collari est convaincu de la culpabilité, Viala réclame la peine de mort, les avocats de défense galèrent un peu à redresser la barre, ils demandent l'acquittement de leur client, ce qui est plutôt osé. Et le lendemain, donc c'est que 2 jours pour une affaire comme ça paraît complètement fou. Je crois que Patrick Henry, c'était 3 jours de procès. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant, effectivement, de voir à quel point en 2 jours, rapide, si vite, on décide de la vie ou de la mort d'un homme, quoi. Enfin, faire un effort pour la société, etc., pour les décharger de ce poids, parce que j'imagine que ces affaires à l'époque devaient défrayer la chronique. Ouais, mais aujourd'hui, on n'est pas beaucoup plus tard. Les procès, c'est beaucoup plus long. Enfin, oui, c'est beaucoup. Je crois que Marc Dutroux, c'était un truc genre 8 semaines. Enfin, c'est plus long et c'est tant mieux, en fait. Je pense qu'il faut laisser du long. Donc le lendemain, au bout de même pas 2 jours d'audience, il y a 2 heures de délibération seulement. Les jurés répondent aux 2 questions qui leur ont été posées. Oui, Ranucci est coupable de l'enlèvement et du meurtre de Marie-Dolores Rambla. Et non, il ne bénéficie pas de circonstances atténuantes. Pour bénéficier de ça, il faudrait que 5 jurés sur 9 lui accordent. Ça n'a été le cas que de 3 jurés. Donc il est condamné à la peine de mort. Le 12 mars 1976, les avocats de Ranucci forment un pourvoi en cassation, mais la Cour de cassation rejette le pourvoi 3 mois plus tard. Donc c'est un peu cuit pour lui, à part si il est gracié par Giscard d'Estaing. Exactement. Le seul recours qui reste à ce moment-là, c'est la grâce présidentielle. Et avant de prendre sa décision, Giscard d'Estaing, il convoque les professionnels de la justice, donc le garde des Sceaux, l'avocat général du procès, le président de la cour d'assises et en dernier lieu, l'avocat du condamné, Paul Lombard. Et il se montre plutôt favorable à le gracier, en fait. Sauf que hasard, coïncidence horrible, après avoir reçu Paul Lombard, une nouvelle affaire surgit le 21 juillet 1976. Il y a un petit garçon, Vincent Gaillardeau, qui a 6 ans, qui se fait enlever à 10 km de Toulon. Il est retrouvé mort noyé 2 jours plus tard. Et là, en gros, Giscard d'Estaing, il est un peu politiquement acculé, quoi. En soi, il se dit soit je condamne un homme, mais j'évite un soulèvement populaire. Soit qu'est-ce que je fais? Donc du coup, c'est compliqué, le 26 juillet, le président de la République rejette la demande de grâce en décidant de laisser la justice suivre son cours. C'est ce qui est noté dans ce document que vous voyez, qui est en gros, très. Ah, c'est concis. C'est très concis. Hein. C'est très conçu. C'est un télégramme où, en gros, les termes, c'est laisser la justice suivre son cours. Le 28 juillet 1976, tout juste une semaine après l'entretien entre Paul Lombard et le président Giscard d'Estaing, Christine Ranucci, alors incarcéré à la prison des Baumettes, est réveillé par les gardiens un peu avant 4 heures du matin. Il est conduit à l'autre bout de la prison, dans le quartier d'exécution. On lui propose une cigarette et un verre d'alcool. Il prend la cigarette et il refuse le verre. Il refuse également l'ordonnance d'un prêtre. Ses avocats lui lisent une lettre de sa mère. Il est transporté jusqu'à l'échafaud et guillotiné à 4h13 du matin en présence de ses 3 avocats. Oui, c'est toujours très tôt. C'est toujours très tôt. Non seulement c'est des peurs qui sont fatigués. Non, mais non seulement tu vas mourir, mais en plus tu dois te réveiller tôt, quoi. Mais les dernières exécutions en France ont toujours été, à partir du moment où c'était plus des exécutions publiques, ça a toujours été des exécutions très matinales. Oui, parce que sinon t'as pas envie de te lever du lit, quoi. Non, mais c'est surtout déjà pour surprendre le condamné dans son sommeil. Déjà, il y a un effet de surprise. Et il y a aussi surtout pour à ce moment-là, tous les autres prisonniers dorment. Ouais. Donc il y a un tollé. Exactement, c'est plus simple et c'est un point de vue de discrétion. C'est ce qui est. Je t'interromps 30 secondes, mais en fait c'est ce que Badinter aussi mettait en avant dans ses plaidoiries, c'est-à-dire qu'il disait mais attendez, enfin là on parle de condamnation à mort, on est tous là pour en parler, mais en fait l'exécution en elle-même, elle se fait planquer, personne la voit, elle est archi glauque, enfin ça n'apporte rien à personne. Non, voilà, on est loin de la réalité, quoi. Bien sûr. En 88, Giscard a consacré un chapitre de 18 pages à la peine de mort dans le premier volume de ses mémoires, Le pouvoir et la vie, que vous pouvez tous vous procurer. Il y raconte que la nuit de l'exécution, il a fait sonner son réveil à 4 heures du matin, il a entendu le glissement huilé des balayeuses municipales et à 6 heures, il a fait un signe de croix. Il a allumé la radio où l'exécution était annoncée. Les derniers mots du chapitre sont « Je reste étendu, je suis fatigué, en moi rien ne bouge ». C'est une phrase qui a été très souvent répétée sur la décision de Giscard de ne pas gracier Ranucci. Okay. Pourquoi on parle de Ranucci finalement? Parce que c'est un condamné parmi plein d'autres. Parce que l'affaire
a lancé des polémiques, notamment 2 ans après son exécution. Et il y a Gilles Perrault qui a écrit, qui est un écrivain, qui a sorti un livre qui s'appelle Le Pullover rouge, où il a pointé du doigt tout ce qui, selon lui, relevé de clocher et relevé complètement de l'erreur judiciaire. Et ce livre à lui seul va vraiment embraser l'opinion populaire. Il va même être adapté en film en 79, un an après. Et depuis, il y a énormément de livres qui sont sortis, certains à charge et d'autres à décharge de Ranucci. Il y a des arguments pour l'innocence de Ranucci et d'autres pour la culpabilité de Ranucci. Il y en a à peu près, moi j'en ai listé 9 à peu près de chacun. Pour l'innocence de Ranucci, en gros, on va dire que les 2 seuls témoins de l'enlèvement, le petit frère et les garagistes, ne reconnaissent ni la voiture ni le ravisseur. On va dire que le pullover rouge qui a été retrouvé dans la champignonnière est trop grand pour Ranucci. Ranucci ne portait jamais de vêtements rouges, ça ne peut pas lui appartenir. Il l'a lui-même essayé, c'était trop grand, ça ne collait pas. Les époux Aubert qui ont poursuivi la voiture ont plusieurs fois changé de déclaration. L'autopsie n'a pas pu certifier l'heure précise du meurtre. La procédure est douteuse, il n'y a pas de procès verbal vraiment valable. Le plan dessiné par Ranucci correspondait à un calque vraiment trop précis pour être vrai. Visiblement, le couteau a été trouvé le procès verbal qui parle du couteau retrouvé aurait été édité avant qu'il fasse la déclaration, avant que le couteau a vraiment été retrouvé, comme si c'était les flics qui avaient machin. Ah oui, il y a des histoires très douteuses, mais en même temps, il y a des arguments pour la culpabilité de Ranucci. Il a reconnu que le couteau était le sien, il avait un pantalon taché de sang dans sa voiture. C'était en soi les signalements du garagiste, de son apparence physique correspondaient. Il y a plein vraiment, je vous invite vous pouvez passer des heures sur les forums. Les gens se tirent un peu tous la bourre. C'est une histoire qui fait vraiment parler d'elle parce que personne n'est d'accord. Là, un peu dans la précipitation, je peux pas vous lister tous les arguments, mais c'est extrêmement vaste et c'est d'autant plus intéressant. Triste épilogue de cette histoire. La seule personne encore vivante dans cette affaire, parce que tous les gens que je vous ai montrés sur mes petits chevaux, ils sont tous morts maintenant, sauf la seule personne encore vivante, c'est Jean-Baptiste Rambla, le petit frère. Eh bien, le triste épilogue, il avait 6 ans au moment des faits et il est passé de victime à bourreau, puisqu'en juillet 2004, il a tué son employeuse de 42 ans avant de récidiver en août 2017, 2 ans après sa remise en liberté conditionnelle, en tuant une jeune femme de 21 ans. Il est actuellement en attente de jugement. Donc, décidément, cette journée du 3 juin 74 a encore des rebondissements 45 ans après. Mon Dieu, c'était passionnant. C'était très brouillon parce que j'avais tellement d'arguments dans tous les sens. Tu déconnes, mais t'as le sujet le plus préparé de la Terre. Non, mais vraiment, rendez-vous si ça vous intéresse, auditeurs, auditrices, rendez-vous sur les forums. Vous pourrez lister tous les arguments en faveur de l'innocence ou en faveur de la culpabilité de Ranucci. C'est incroyable, on peut vraiment y passer des heures. Du coup, je vous propose de passer à un truc. Je vous promets, moi, il y aura pas de mort dans mon sujet. Promis, parce que là, j'en ai trop pour ma semaine, là, tu vois. Aucun rat n'a été maltraité dans ta. Alors maltraité, c'est une autre histoire. Okay, mais il y aura pas de mort. Que tu connaisses, en tout cas. Une expérience dont je rêve depuis longtemps. Il nous file des rats. Quelle horreur. Vous pouvez arrêter cette expérience. Mais ne comptez pas sur eux, Josette, les rats quittent le navire. Ça t'a bien raison, c'est tous des rats. Il y a que toi qui es courageuse. Des dettes. Voilà, exactement. Je vais vous parler, vous savez que j'aime bien certaines petites expériences sociologiques. Là, c'est pas exactement sociologique, mais ouais, chacun son kink, que voulez-vous. Là, donc, c'est une expérience qui était menée par un certain Didier Dessort, ou Desort, désolé si j'écorche son nom. Donc, c'était au cours de sa thèse en sciences naturelles. Donc, j'ai appris qu'on pouvait faire des trucs de ouf en sciences naturelles, si j'avais su. Sa thèse, il l'a soutenue à Nancy en 1994. Donc, c'est pas tout récent, mais c'est une thèse qui a vraiment fait tabac. Ouais, donc il fait un bruit assez... Un carton. Exactement, un gros carton, parce que vous allez voir, il a observé des comportements qui sont assez fous. Donc en fait, il a étudié le comportement social des rats dans un environnement donné. Ces 2 informations sont importantes, comportement social et environnement. Cette expérience, elle est également connue sous le nom d'expérience des rats plongeurs. Donc voilà, tout le monde... On leur a mis un masque, un tuba et des palmes.
Pas loin, tu verras. Et c'est aussi une expérience qu'on peut, ce que je disais en début d'épisode, qu'on peut connaître également parce que il y a certaines personnes qui les ont utilisées dans la littérature en extrapolant malheureusement, ce qui dénature totalement les résultats de l'expérience, mais notamment Bernard Werber dans je ne sais plus quel bouquin, genre Nous les hommes ou un truc comme ça, qui parle de l'expérience des rats. Donc partons sur l'expérience. Donc elle porte sur des rats domestiques de type albinos. Et déjà avant de mener, alors type albinos. Pourquoi albinos ? C'est un type de rat. Oui, je sais, c'est les blancs là qui ont avec les yeux rouges. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois on utilise des albinos ? Alors je saurais pas te dire exactement, mais je sais qu'il y a quelques qualités de ces rats qui ont été mis en avant dans la description de l'expérience. Il y a une vidéo qui existe d'ailleurs, je vous la donnerai, carrément. Elle est excellente. Et je pense parce qu'ils ont des capacités de mémorisation, de sociabilisation, etc. particulières. Okay. Je pense, mais je veux pas dire de bêtises. Donc déjà, ces rats, avant de mener l'expérience, on va les préparer. Donc on va les habituer à leur environnement en fait. Donc pour qu'ils puissent mémoriser l'environnement dans lequel ils vont être mis par la suite. Donc déjà, c'est justement cette mémorisation spatiale. C'est une compétence qui est très développée chez les rats. Donc c'est quelque chose qui est classique et qu'ils vont pouvoir activer facilement. Donc cette cage, en fait, c'est une cage qui était en plexiglas transparent pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc je vais vous la décrire rapidement. Il y a une pièce principale, que moi j'appelais la maison. Il y a un tunnel avec une petite pièce au bout contenant un distributeur de croquettes en hauteur. Moi je l'appelais le resto. Les rats mangent des croquettes ? Ouais, c'est des petites croquettes, des croquettes pour les rats quoi. Des croquis-mounettes. Voilà, moi j'ai mis mes propres mots. Donc je rappelle la maison, le tunnel et le resto au bout. Donc très vite les rats comprennent le principe. Quand on les met dans la cage, ils vont directement au resto, ils récupèrent la croquette et puis ils vont à la maison, ils retournent à la maison pour grignoter tranquillou quoi. Donc ils s'y habituent et pour l'expérience on ne prend que des rats qui sont habitués, donc qui connaissent cette configuration. Donc là l'expérience, on prend 6 rats. Première étape, on prend 6 rats et on les met dans une cage similaire, donc avec assez de place pour tout le monde quand même. Et on voit ce qui se passe. À votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Ils font une chaîne pour se passer les croquettes. Tu vas beaucoup trop loin. Ils font de la GRS et tout. Non, il se passe rien de spécial. Ils font la queue en fait. Enfin, ils vont tous chercher leurs croquettes, ils reviennent. Et puis ils reviennent se faire une petite bouffe à la maison, tranquille. Enfin, déjà, ils s'habituent un peu à leur environnement quand même parce que tu sais, ils se disent quand même, on va récupérer ce qui se passe. Mais ils récupèrent leurs croquettes et puis ils reviennent plutôt tranquilles quoi. Étape numéro 2. Donc on va placer un petit fond d'eau dans le tunnel. Voilà, donc tu vois le tunnel, hop, il est un petit peu en dessous. Façon égout de Paris. Voilà, donc on passe un petit peu d'eau, donc ils peuvent encore marcher, et on voit ce qui se passe. Donc à votre avis, le résultat ? Ils font leur vie pareil. Voilà, globalement pareil. Si alors, c'est vrai que vous regardez la vidéo, et ils lèvent un petit peu plus les pattes parce que ça les fait chier de marcher dans l'eau. Voilà, moi ça me fait rire, excusez-moi. Super. Mais chacun va chercher sa bouffe et se refaire un petit gueuleton tranquille à la maison, pépouze. Jusque-là, rien de foufou. On va rajouter étape 3, encore de la flotte, jusqu'à ce que, en fait, les rats n'aient plus pied, pardon. Donc, en fait, ils vont être obligés de nager d'un point, alors, pour aller de la maison au distributeur de croquettes, ils sont obligés de nager. Mais ça mouille les croquettes au retour, c'est chiant. Mais non, parce que les croquettes sont en hauteur. Non, mais au retour, quand ils passent avec les croquettes. Ah oui, mais ils les gardent dans la tête, dans la bouche. Et en fait, là, ils peuvent nager avec la tête au-dessus de l'eau. D'accord, ok. Surtout qu'en fait, je pense qu'ils s'en bouffent niveau gastronomie. Ils s'en foutent niveau gastronomie. Oui. Je te rappelle que ce qu'on appelle des rats, c'est ce qu'ils mangent dans les poubelles. C'est vrai. Pardon. Ok. Pas la fine bouche. Donc là, à votre avis, que se passe-t-il ? Ils nagent. Ils nagent. Je vous sens un petit peu désabusé. Ils ont encore la tête qui dépasse. Ça change rien encore. Donc ils nagent. Ouais, voilà. En fait, là, ils sont un peu hésitants. Ils mettent plus de temps à appréhender leur environnement. Ah oui, quand même. Bah ouais, parce que c'est pas très agréable. Ils se disent, tu sais, t'imagines pour aller faire ton marché, tu vas faire la brasse coulée, c'est pas ouf. Hein. Oui. Voilà, donc tu vois, ils hésitent, mais finalement ils y vont et chacun, encore une fois, va chercher sa bouffe et retourne. Important, manger à la maison, parce que déjà là ils peuvent pas manger en train de nager, c'est pas très pratique, mais ils le font. Ils savent pas faire la planche. Voilà, je te dirais bien oui, mais en fait j'en sais rien. Ça m'étonnerait. Mais on va passer maintenant à la dernière étape, et c'est là que ça part en cacahuète, en croquette, disons. Oui, en croquette. C'est là que ça part en croquette. Totalement. Donc là on va immerger totalement le tunnel sous l'eau. C'est-à-dire que pour aller de la maison au resto, ils sont obligés de nager en apnée pour aller d'un point à l'autre. Okay. Alors, pas de crainte, ces rats, déjà on a vérifié qu'ils savaient nager, et c'est tout à fait à la portée des rats, il y a genre, 30 cm, en vrai j'en sais rien, peut-être 40, mais bref, c'est tout à fait à leur portée. Par contre, déjà là, ce qui se passe, c'est qu'ils flippent grave, donc ils mettent des dizaines de minutes, voire des heures avant de se lancer, donc ils testent, ils vont nager 10 cm, ils reviennent, en fait ils savent pas s'ils vont pouvoir respirer à l'autre bout du tunnel, donc déjà il y a un stress qui se crée. Ça me rappelle une épreuve de Fort Boyard.
Non, c'est Si, où il passe sous l'eau et tout. Ça me rappelle une épreuve des bérets verts plutôt, mais je suis pas sûr qu'on regarde le bordel. Alors clairement plutôt, ouais. Donc ils mettent voilà plus quelques heures d'essai. Finalement, il y a un petit courageux qui, après plusieurs allers-retours, il sent un peu l'esprit de Michael Phelps lui chuchoter à l'oreille, et il se lance jusqu'au bout. Il ressort de l'autre côté, c'est bon, bah c'est cool. Les croquettes sont toujours là, donc il chope des croquettes, et puis bah retour à la maison, il a trouvé de la bouffe, il est content. Sauf que là, ça se corse x2 Turbo 2000 pépouze de l'espace, parce que bah il y a 6 rats qui sont affamés, parce qu'ils ont tous la dalle, et il y a une croquette. Donc globalement là, il y a deux solutions. Qui va le manger? Voilà, il y a deux solutions. Donc il y a un ou plusieurs rats qui ont essayé de piquer sa croquette, et soit il est assez costaud, et bah il va garder sa croquette. Soit il est con, faut les manger sur place. Ouais, en train de nager là. Quand il pleut, tu prends pas à emporter parce que tu sais que tu vas mouiller les sacs. Mais il pleut, mais t'as déjà mangé un sandwich au milieu de la piscine? Je ne crois pas. Enfin, dis-moi peut-être, mais. Non, mais les croquettes, elles sont dans un endroit où c'est sec. Non, le resto, il est au sec. C'est un distributeur. Le resto, et en fait, pour pouvoir récupérer, pardon, je sais peut-être pas précisé, mais pouvoir récupérer la croquette, ils doivent se mettre sur leurs pattes arrière. Ah ouais, galère. Ce qui est pas très confortable, ouais, voilà. On galère, ok. Voilà. Donc ils reviennent, et donc soit ils sont assez costauds, ils la gardent, soit ils le sont pas, et ils se la font piquer, et c'est là que le bordel se met en place. C'est-à-dire que bah tu t'es fait piquer ta croquette, et bah tu vas rechercher une croquette, quoi. Enfin, un moment où tu veux bouffer. Et les rats, ils peuvent pas faire comme les hamsters, c'est-à-dire blinder la bouche et mettre plein de trucs, ces petits et gonfler les bajoux là. Mais ils se seraient fait et revenir du coup avec plein de nourriture. Camille, si tu te fais agresser dans la règle, tu mets ton portefeuille dans ta tu mets ça. Est-ce que ça empêche quelqu'un de prendre ton portefeuille? Mais non, mais c'est parce que par solidarité comme ça, il peut ramener moult nourriture. Oui, mais c'est pour nourrir la meute. Alors je pense que ce n'était pas pratique parce qu'en plus ils doivent nager en apnée. Donc t'imagines nager en apnée avec ton portefeuille dans la bouche, c'est pas pratique. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais donc c'est là que ça se corse x3. Bah non, c'est pas que ça se corse x3, mais pour moi c'est là que l'expérience prend toute son ampleur. Parce que bah, en fait, au bout de quelques heures, ils ajoutent des anneaux en feu, ils ajoutent non, en fait, ce qui est donc là, vous voyez que en fait, ils ont peur de l'eau, il y a un sentiment d'inquiétude, même s'ils savent qu'il y a de la. Fais pas un ouais comme ça, tu me fais peur. Non, mais vas-y. Ouais. Non, donc, ils connaissent leur truc, donc il y a un mec, un rat qui se motive et tout. Et au bout de quelques heures, ce qu'on observe, c'est que bah déjà chaque rat a mangé à sa faim. Premier truc, c'est cool. Environ 3 croquettes par rat, ce qui fait à peu près 18 croquettes. Sauf que sur les 6 rats, il y en a 3 qui n'ont pas du tout plongé. Les petits bâtards. Donc au lieu de les appeler les bâtards, on va les appeler les profiteurs. Les pachas? Non, les profiteurs. Enfin, les pachas, pourquoi pas. Mais... il y a 3 rats qui ont plongé plusieurs fois. Donc déjà, c'est-à-dire qu'il y a 3 rats qui sont responsables de la nourriture de tout le monde. Sur Koh-Lanta, ce truc. C'est ça, 3 rats qui sont très sportifs. Bah tu verras. Sur les 3 rats qui ont plongé plusieurs fois, il y a un rat qui a peu plongé. En fait, il arrive à garder son butin pour lui. Donc lui, en fait, il a fait 3 allers-retours. Il a bouffé ses propres croquettes et basta. Et donc il y a lui, on va l'appeler l'autonome. Et donc il y a 2 rats qui ont joué le ravitaillement pour 5 rats en fait. Voilà. Donc ce que moi perso déjà, je trouve ce modèle. Oui, c'est gentil. Je trouve ce modèle assez ouf. Donc en fait, à chaque fois qu'il revenait avec une croquette, soit il se la faisait piquer, soit il devait attendre que tout le monde soit occupé ou rassasié pour pouvoir bouffer. Donc clairement, en gros esprit de groupe et de corps, ou de faiblesse même, c'est une autre question. Mais gros esprit de corps chez ces rats. Et mais ce qui est doublement curieux, c'est qu'on a vu ce schéma, mais en fait, ce schéma se répète systématiquement et dans ses très exactes proportions, quels que soient les rats qu'on met dans la cage. C'est vrai? Ouais. Donc il y a toujours 2 profiteurs et... Exactement. 3 profiteurs. 3 et 2 qui vont... Après, il peut y avoir des toutes petites variantes, mais ça dépend des expériences qui ont été menées par la suite. Mais il y a toujours ce système. Donc si on prend là, vous voyez qu'il y avait donc 3 profiteurs, 2 ravitailleurs, un autonome. Vous prenez 3 expériences, vous extrayez les 6 rats ravitailleurs, vous les mettez dans une cage ensemble, et au bout de quelques heures, il va y avoir 3 profiteurs. C'est ouf. Ouais. Je trouve ça impressionnant. Et quels que soient les putains de rats que vous mettiez dans cette cage, il y a toujours le même schéma qui se répète. Même si on met 6 profiteurs ensemble, les profiteurs ils vont se niaquer un peu au début, genre non, moi j'ai pas envie d'y aller, moi non plus et tout, voilà. Quand il fait faim. Et au bout d'un moment, toujours dans les mêmes proportions, 3 profiteurs, un autonome, 2 ravitailleurs. Donc déjà, je trouve que c'est assez ouf comme comportement. Et donc voilà, là on va partir sur un peu les petites, pas les extrapolations, mais les petits points d'intérêt qu'on peut trouver là-dedans. Déjà, on peut se demander, est-ce qu'il y a une hiérarchisation au sein de ces rats en fait? Bah non. Déjà, c'est une première réponse qu'on peut donner.
Parce que cette expérience, enfin ce chercheur en tout cas, il a mené une autre expérience avec ce qu'on appelle une boîte de Skinner, rien à voir avec les Simpsons, je vous le dis tout de suite. Une boîte de Skinner, c'est une boîte dans laquelle on va avoir un bouton, ce qui s'appelle une pédale, mais c'est un bouton d'un côté, et de l'autre côté, il y a un réceptacle. Donc quand les rats appuient sur le bouton, il y a une croquette qui tombe dans le réceptacle. Voilà, plutôt classique. Vous prenez une grosse boîte qui va faire à peu près 1 mètre. Pourquoi 1 mètre? Pour que quand tu appuies sur le bouton, il faille du temps pour arriver jusqu'à la croquette. Vous mettez 6 rats dedans, et pareil, systématiquement, il va y avoir 2 rats qui appuient sur le bouton et 4 rats qui sont autour du réceptacle. Tout le temps. Et les 2 rats qui appuient... Et c'est toujours les mêmes. Ah, justement. Non, parce qu'on change à chaque fois, du coup. Non, mais ce que je veux dire, si je répète plusieurs fois. Tu vois. Et les 2 rats qui appuient ne pourront manger que quand les 4 autres rats seront rassasiés. Maintenant, on se demande si on place ces 6 rats dans l'expérience des rats plongeurs, est-ce qu'on peut prédire leur rôle? Eh ben non, pas du tout. C'est pas ça ma question. Mais... Vas-y, dis-moi pardon. Non, mais c'est la même expérience avec les mêmes rats répétés plusieurs fois. Est-ce que c'est toujours les mêmes qui appuient? Ouais. Ou est-ce qu'ils font Ouais. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Mais ils bouffent quand, du coup? Quand les autres ont fini de bouffer. Mais qui appuie pour eux? Eux, ils appuient, après ils vont chercher la croquette, après ils appuient, après ils vont rechercher la croquette. Ah ok, il faut pas rester appuyé comme... C'est pas un jeu vidéo, genre. Tu sais, ils font une chaîne, vas-y. Non, c'est ça. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que les 2 rats qu'on voit là, qui sont en train de trimer pour le groupe, et ben si on met ces 6 rats là dans l'expérience des rats plongeurs, c'est pas eux qui vont forcément être ravitailleurs. Donc justement, c'est là que je reviens sur les 2 termes que j'utilisais au début. C'est pas c'est un comportement qui est à la fois social et environnemental. Donc ça dépend de l'environnement et c'est un comportement de groupe. Donc c'est, moi je trouve ça assez ouf. Donc il y a une contradiction du déterminisme de soumission ou de domination. Donc c'est aussi pour ça que toutes les conclusions qui ont pu être tirées et les extrapolations qui ont pu être faites sont souvent biaisées parce que il faut vérifier les hypothèses qu'on a. Et donc voilà, c'est pas si tu mets ces mêmes rats dans un autre contexte, il va se passer d'autres choses. Okay. Une autre des conclusions intéressantes, c'est que en étudiant le cerveau des rats qu'il y a eu donc dans l'expérience des rats plongeurs, en fait, il se trouve que les profiteurs sont ceux qui étaient le plus soumis au stress. Donc le stress, c'est quoi? C'est juste une activité cérébrale intense, globalement, intense voire trop intense, mais c'est ce qu'on en a déduit en fait. Et donc, faut rappeler que plonger en apnée sans pouvoir respirer et sans savoir si de l'autre côté ils pourront respirer et bien se porter, etc. C'est un truc vraiment stressant. C'est pour ça qu'ils mettent des heures avant de se décider à plonger. Et il y a aussi un autre point intéressant sur ce côté stress, c'est que si on donne des anxiolytiques aux rats avant que les rôles ne soient distribués, en fait, les rats qui auront reçu des anxiolytiques seront systématiquement des rats plongeurs. Parce que ça va enlever le stress. Ouais, exactement. Ouais. Vu que ça leur enlève le stress, du coup, ils deviennent les moins stressés du groupe et donc ils hésiteront pas à plonger et donc ils deviendront ravitailleurs. Par contre, ça ne marchera pas si le système, les rôles sont déjà établis dans le groupe. Donc si les rôles sont établis et qu'on file les anxiolytiques aux profiteurs, ça va juste être des profiteurs relativement détentes et ils seront bien, quoi. Qui sont à la fonce dalle. Ouais, c'est ça. Eh gros, ramène des croquettes. et 2-3 fricadelles. Malheureusement, qu'on présente ces systèmes un peu sociologiques et environnementaux et qu'on parle de stress et de charge et de ravitaillement, etc., il y a forcément des conclusions relativement douteuses qui se font sur le modèle humain et ça sera ma conclusion. On ne peut absolument pas le faire parce que ce n'est absolument pas juste d'un point de vue scientifique de faire ces extrapolations sans les vérifier. Donc, quand on fait de la recherche, on peut certes avoir des hypothèses et je vous parle de la vidéo juste après, mais comme dit dans la vidéo, quand on a des hypothèses, en fait, faut les tester systématiquement. Sinon, c'est au mieux de la fiction, au pire de la propagande. Parce que quand on dit du coup, les profiteurs s'ils stressent, c'est parce qu'ils ont peur que les autres leur piquent leur richesse ou machin. Non, ça n'arrive pas. C'est des rats, c'est une expérience. On a une théorie, on la teste, basta. Donc voilà, il y a eu ces expériences ont été réutilisées pour dessiner des modèles sociaux capitalistes, communistes, etc. Toute théorie, je répète, et je ferai un de mes sujets prochainement, je ne sais pas quand, sur la propagande par la suite. Trop cool. Et donc toute théorie doit être absolument testée, sinon comme je me répète, mais c'est soit de la fiction, soit de la propagande. Je vous conseille de regarder cette vidéo qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle Fait comme des rats, je crois. Ouais, je crois que c'est Fait comme des rats. Ça dure une 50aine de minutes et ça décrit toute l'expérience. C'est super bien foutu, c'est assez agréable à regarder. On vous mettra le lien. Ouais, avec grand plaisir. Et en plus, petite anecdote, j'ai eu le plaisir de retrouver 3 rats en bas de chez moi. Non, je sais pas si vous vous souvenez, en saison 1, je vous avais parlé de l'expérience du billet perdu. Oui.
et qui avait été reproduite par un vidéaste et des chercheurs de l'université de Nancy. Je vous rappelle que ce cher Thomas Dessort était à Nancy. Voilà. Et en fait, le vidéaste je crois que c'est Philippe Tomine, qui a fait la vidéo d'expérience du billet perdu. C'est également celui qui a travaillé avec Thomas Dessort pour faire la vidéo que vous trouverez sur YouTube. Donc c'était un plaisir pour moi de le retrouver par pur hasard. Mais voilà, cette expérience m'a retourné le cerveau parce que j'ai trouvé ça assez ouf. Super intéressant. Ouais, carrément. Moi, j'ai une question par rapport à Bernard Werber. C'est quoi le lien, du coup? Parce que dans son bouquin, il utilise, c'est pas un anthropomorphisme, mais non, je ne sais pas du tout un anthropomorphisme, c'est un zoomorphisme. En gros, il prend des métaphores animalières pour parler de l'humain. Ouais, voilà, pour représenter des comportements humains. Et il parle de cette expérience-là? Ouais. D'accord. Il parle du fait que quand tu mets 6 rats ensemble, tu vas avoir 2 profiteurs. Enfin, lui, il part du principe qu'il y a, je crois, 2 profiteurs, 2 exploités, un inadapté et un autonome. Ça dépend des expériences. Mais du coup, justement, il l'extrapole vers le modèle humain et ça, c'est une erreur dramatique. Alors, il me semble qu'il y a des expériences qui ont été menées là-dessus. Mais pareil, je vous ferai également un sujet sur les expériences sociologiques sur les humains qui ont été invalidées. Puisque, petit spoiler, l'expérience de Milgram a été quasi invalidée depuis des années. Ouais. Mais tu seras à l'aise à faire des expériences de sociaux ou... Alors, je pourrais pas les faire moi-même, mais je pourrais vous parler de celles qui sont invalidées en tout cas. Mais moi, je kifferais faire toute la journée des expériences de sociaux sans traumatiser des gens, bien sûr. Sans rire. Voilà. Tu vas affamer 4 personnes. Non, mais je trouve ça ouf. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Absolument. Non, franchement, c'était cool. Et Fort bien. Merci, c'est gentil. Et la vidéo, vous verrez, est très cool. Mais en fait, moi, ça me détend de regarder ça. T'as des petits rats qui Mais moi, la question que ça me soulève, c'est que quand tu fais ce genre d'expérience sur des animaux, c'est que tu as forcément l'idée derrière la tête de la retranscrire sur l'être humain. Alors, pas forcément en l'occurrence, parce que lui, c'est une thèse de sciences nat, donc il étudie un comportement, enfin un système social chez l'animal, et donc il y en a d'autres qui, alors déjà une des étapes suivantes de cette expérience, c'est d'utiliser un modèle pas digital, numérique, donc un modèle informatique, pardon, pour représenter ça. Donc ils ont fait des espèces de robots et ils ont essayé de deviner le rôle des rats par rapport à différentes caractéristiques. Donc le stress, la force physique, ce genre de choses. Donc ils ont extrapolé là-dessus pour deviner des rôles à l'avance, etc. Mais il y a des personnes qui l'ont fait par la suite, mais c'est pas forcément ces mêmes personnes. Et est-ce qu'il l'a fait avec d'autres animaux que des rats? Pas à ma connaissance. Je ne saurais te dire, mais pas à ma connaissance. Voilà, moi ça me pose beaucoup de questions. Cette expérience aussi elle demande plusieurs caractéristiques qui sont, je pense pas, ouvertes à tous les animaux. Il faut bien se repérer dans l'espace, il faut retenir facilement une expérience, c'est pour ça que les rats sont ultra adaptés pour ça. Très bien. Bien vu. Voilà. Merci. Eh ben, si on passait à Hicham. Allez. Oui. Pour un sujet. Juste petit disclaimer pour le jingle. L'inspiration du dimanche, donc soyez pas trop difficile avec moi, s'il vous plaît. Super, préparez-vous à le juger. Dans 3, 2, 1. C'est le nouvel an chinois. Rabbi Jacob, elle va Oh la vache. Le truc qui a, voilà. J'ai pas compris. Mais pourquoi Rabbi Jacob? C'est vraiment la question. Danser. Parce qu'il danse comme ça, Voilà. un peu comme la danse du dragon. Exactement. En fait. Heureusement que Camo est là pour le Ça, tu fais un parallèle entre Rabbi Jacob et la danse du dragon. Mais je savais plus, j'avais travaillé comme un fou. Après Shaggy Ranucci, waouh, ça part. Non mais j'avais travaillé. Bon, bref. Donc la danse du dragon. Non, attends, tu t'en sortiras pas comme ça. Non, mais j'ai pas eu d'inspiration. Merde, il était dimanche. Est-ce qu'on pourrait faire des expériences sociologiques sur ton cerveau? Oui. Tu le ramèneras la prochaine fois. La danse du dragon, c'est une danse traditionnelle issue de la culture chinoise. Donc là, tout le monde, voilà, c'est pas. Jusque-là, ça va. Voilà. Le dragon représente la sagesse, la puissance et la fortune. Ce qui est déjà un bon combo pour un animal qui n'existe pas. C'est vrai. C'est pas faux. Voilà. Ça. Donc cette danse, vous l'avez sûrement vue dans les infos, dans des films, ou si vous êtes passé... Moi, ça fait 10 ans que je vis dans le 13e, donc j'ai vu quelques fois aussi. Ou si vous êtes passé à côté d'un quartier chinois, genre le 13e arrondissement à Paris. Merci Juan. Donc ça arrive souvent pendant des célébrations festives comme le Nouvel An, tout simplement le Nouvel An chinois. Les Chinois ils disent que cette danse fait peur aux mauvais esprits, éloigne la malchance et les remplace par la bonne chance et la richesse. Ok, c'est cool. Bah c'est plutôt pas mal. Et c'est pour ça aussi qu'ils font cette danse pendant le Nouvel An. Okay. Pour mettre tout ça sur la bonne année, quoi. Exactement.
Oui, Mais- juste pour info d'ailleurs, parce qu'il y a l'année du dragon chez les Chinois, mais la danse du dragon, ils la font tout le temps. Là, c'était Ils la l'année font du pas cochon. que l'année c'est du pas, dragon. c'est pas que pour l'année Ils ont du pas fait la dragon. danse du cochon cette année parce que Pour moi, ce serait chouette. Peut-être. J'ai hâte de voir ce que ça donne la danse du cochon pour toi, mais bon, ça arrive pas aussi que pour le Nouvel An. Ok. Ça arrive aussi que ça qu'ils fassent cette danse-là pour les mariages, pour des trucs gays. Ok. Voilà. Et puis le dragon en soi, enfin le truc là Ouais. qui Alors voilà, parce que là tu fais des Oui. mimes, on va s'expliquer. Le dragon en fait c'est comme une espèce d'énorme chenille C'est avec ça. des gens en dessous qui ont des petits En piquets pour le En faire voler. patutule. c'est fabriqué de tissus en général en tissu et en bambou et sa taille varie et elle peut atteindre jusqu'à une centaine de mètres. Pas de haut, ça j'imagine. peut être très long. Et- Non, mais ça peut être. Et pour 100 mètres, il y a combien de personnes en dessous? Je sais pas. Il doit y avoir une 100 personne en tous les 2 général, mètres à peu près. un peu, Même- ouais, c'est un peu ça. Ouais. Même plus serré que ça. Donc, je pense. Ça sent le pifomètre là, non? Non, Non, mais j'en ai encore vu la semaine dernière. Personnes tous les 2 mètres, donc ça fait quand même 50 personnes. dans ouais, ce c'est à peu Ouais. près ça. Mais C'est un peu des associations, des clubs en fait de danse entre guillemets, où Exactement. c'est des mecs qui s'entraînent toute l'année à faire ça quoi. ouais. Yes. Mais aujourd'hui, en général, ils sont à peu près 9 à faire ça. Dans La 18 moyenne. mètres, 18 Enfin, mètres, quand mais même, non. c'est pas mal. Mais Non, dire- mais la c'est moyenne, La Dans le moyenne d'un monde. dragon, mais c'est la 9 moyenne d'un personnes. dragon, c'est 9 personnes. Tu vois, D'accord, ok. un dragon, 9 personnes. C'est des Donc petits 18 dragons, mètres, quoi. c'est bien, 20 mètres. C'est hein. oui. C'est correct. Bon après, on n'est pas sûr de ces mesures-là, mais The Bigfoot Mais- came to the first season. mais il y a un truc moi qui m'a choqué, c'est le record du monde. Ah. Qui a été battu le 30 septembre 2012 à Markham dans l'Ontario au Canada. À votre avis? Logique. En longueur ou en nombre de En personnes? longueur. 518 mètres. Non, moi, Ça, je Quand tu vois la taille des pizzas qu'ils sont capables de faire sur le continent je dis américain, 1 kilomètre, à mon sans avis, il y a déconner. moyen Un que On est des kilomètre. fous, ouais. 5 km 500. 5 km 500. Moi, je dirais 300 mètres. Eh ben, Ilias. Oh. Et je pense que tu as lu mes notes. Non, je jure que non. Parce que c'est 5 km 568,46. En fait, il était dedans, Ilias, en fait. Il était dedans. Non, franchement, c'est Bah, avec ouf. les origines. C'est Oui, ouf. ce que j'allais dire, c'est ta culture. Calmez-vous tout de suite. Mais je trouve ça hallucinant, 5000. Mais oui, mais mètres. c'est le plus grand, Ouais. bah, bien sûr. Ouais, ouais, non, mais Enfin, c'est- un grand record. Même moi, ce qui m'étonne, c'est que ce soit au Canada surtout. Mais faut de la ils place, étaient- je pense. Si je dis pas de bêtises, ils étaient C'est vrai, bien vu. Ils étaient en partenariat avec une autre Parce ville qu'en Chine, il n'y a pas de place, chinoise, peut-être Bah, pas trop. Enfin, dans les agglomérations, c'est compliqué. Bref, donc Ouais. pendant la danse, il y a plusieurs personnes qui sont sous le costume du dragon et ils soulèvent avec des bâtons, comme tu avais expliqué tout à l'heure, Ilias, et ils font un déplacement qui imite le vol du dragon. ondulement, oui. Exactement. Donc le danseur principal, il est en tête et c'est lui qui donne le rythme et le tempo à tout le monde. Et ceux qui sont derrière, bah, ils le suivent et surtout ils font des déplacements sinusoïdaux. T'imagines s'ils sont plus en rythme, le dragon fait un AVC. Mais genre. j'ai regardé la vidéo du record du monde, mais ça a ni queue ni tête. Que une tête. Et c'était très moche. C'était un tout petit dragon. Enfin, il faisait quoi, 20 cm de diamètre, le corps Mais du c'était dragon. C'était des nains à l'intérieur. Même c'était tout petit. Après, non. Bah, fallait Mais les non, coudre le bordel, donc ils avaient un petit c'est- truc en mode histoire. C'était juste un petit truc qui était soulevé par Oui, des donc pieds. Ah, donc c'était un serpentin. Un C'est- serpentin. Il avait quand même la tête. Un d'un Norvais dragon, quoi. C'était mouchou. Sans vouloir te couper l'herbe sous le pied, je sais pas Ouais. si t'as prévu de parler de Dis-moi. l'autre rôle de la personne qui est tout devant. Peut-être. Prévenir quand il y a un mur. Bon, On va voir. je vais te laisser avancer. Je vais te laisser avancer. Alors, j'y Non, reviendrai mais si vas-y, jamais. parce que Non, je c'est pense parce pas. que la première donne le rythme, mais si ces dragons, ils ont une bouche en fait. Donc la personne qui est devant, elle tient et elle ouvre et elle ferme la bouche en fonction du rythme aussi. Oui. J'allais pas le dire, mais j'allais parler d'aujourd'hui quand c'est un peu plus poussé, quand les gens sont plus riches, parce que ça coûte cher toute cette Ah merde. bah ouais, j'imagine. Bah, ils ajoutent pas des fumigènes, comment ça s'appelle, les trucs de Des lance-flammes. pas des lance-flammes, le truc Des juste langues de belle-mère. mais non, Des confettis. mais non, un truc qui sort de la fusées. fumée. Des fumigènes. Des fumigènes. Mais non, un fumigène, c'est le truc dans le stade qui fait trop de. Mais un Non, truc mais- qui sort de la fumée, Bah non, ça ça dépend. crée de la fumée, donc c'est Si fumigène. tu utilises un fumigène hors d'un stade, c'est pas un truc dans le stade. J'avoue. Un appareil qui fait de la fumée. On suit un pétard. Bref, donc cette danse, elle est aussi accompagnée avec des pétards. Des pétards qui font boum boum. Boum. Voilà. Ouais. Des pétards qui Je fais pètent. bien le. Ça, c'est les Venga Boys. Mais aussi avec des artistes traditionnels qui jouent de la batterie traditionnelle chinoise, des cymbales et des gongs.
Donc, Ok. c'est le gros truc qui fait. Voilà, c'est bien. C'est vachement fort en on mettra- bruitage. Ouais, t'as vu. On mettra ça. des vidéos. Mais non, en vrai, ce que moi je voulais vraiment savoir, c'est d'où est-ce que ça vient cette tradition. De l'histoire. Voilà. De C'est bien, l'histoire. Camille. Du passé. Exactement. Bah, ça vient de la fin du 2e siècle après Jésus-Christ, pendant la dynastie des Han, H-A-N. Et elle fait partie de la culture agricole chinoise. Ok, Très, ça très vous bien. choque pas Bah non. qu'un dragon non, vienne Bah non, Bah, tu parce que pensais que ça venait c'est quoi, plutôt un symbole de bonne fortune, donc pour les récoltes et machin, c'est pas choquant. Ok, bah, Mais tu pensais que ça venait de quoi, toi? je sais pas, Bah qu'il y avait un dragon qui était venu et qu'ils ont comme, fait ah c'est cool, on va faire pareil. Non, mais je sais pas, une histoire comme le chat noir en Égypte là. Bref. Non, mais très bien. Donc le dragon, c'est un amphibien qui est à la fois capable de se déplacer sur terre, de voler dans les airs et de nager dans l'eau. C'est pas un reptile. Non, c'est un amphibien parce qu'il a des. Si tu regardes bien dans les manifs, Il a des branchies. tout ça, il a des. Les des manifs. écailles. Les gilets Il a jaunes. des bandes réfléchissantes. Ce sont des dragons en Ah, laisse. pardon, il y avait 2 pages collées dans mes notes. Désolé. Non, il a des sortes d'écailles sur les côtés. Quoi. Ok. Donc non, c'est un Comme un amphibien. reptile donc. Exactement, c'est ce que je Mais me non. disais. Mais c'est le reptile qui a des Et écailles. le poisson, il a des écailles. Mais c'est C'est pas un reptile le poisson. Est-ce que le reptile a des branchies? Parce Parce que le dragon a des branchies. Ou pas? Je sais pas ce que des branchies. Mais si, c'est les petits trous qui lui permettent de respirer sur les Bah, côtés. C'est les laissez- poumons des poissons. Ah. Laissons Ichouchou Je faire. sais pas, j'ai pas examiné de dragons dernièrement. mais les empereurs chinois se qualifiaient souvent de dragons eux-mêmes parce que c'est Ils avaient des branchies. parce que c'est l'emblème du reptiles. grand respect et de Les l'autorité impériale. Les reptiliens, c'est pour ça. Pardon, excusez-moi. Y a pas de souci. On était partis en J'ai débat tous l'habitude, les deux. tu sais maintenant. Allez, on écoute Au bout- Ichouchou. Au Finis bout ton de 2 sujet. ans, Camo. Sa tête, elle fait peur, mais aussi elle a un côté un peu Fait rire. de bienveillance, de majesté. Et, ouais, Oui, avec ses grosses ça a moustaches. des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs aussi de bonté, de fertilité, de vigilance et de dignité. Classe. Et les couleurs du dragon qu'on voit, ça. J'ai doré souvent, non? Ouais, mais en fonction de la couleur, ça veut dire quelque chose. Donc, s'il est vert, ça symbolise une très bonne récolte. S'il est jaune, c'est pour l'empire solennel. S'il est en or ou en argent, c'est pour la prospérité. S'il est rouge, c'est pour l'excitation, pour mettre plein la vue. Ok. Non, pas ce genre d'excitation. C'est pour la fête du. Pour mettre bien la vue à ceux qui sont autour, qui regardent ça. Ok. Mais si je reviens un peu vite fait là pour l'agriculture chinoise, la danse a été faite pour apaiser le dragon Ok. et pour qu'il puisse pleuvoir assez pour avoir une bonne récolte. Donc c'est une danse de la pluie en fait, la danse du dragon. C'est un peu ça. C'est un peu ça, et comme ça, vu qu'il pleut beaucoup, bah il pleut assez, il y a une bonne récolte à la fin de l'année, et ça évite la sécheresse qui ramène la faim et la maladie. Ok. Vaste programme. Il se protège. Hmm. Et puis il se protège dans la fête, donc pourquoi pas. Ouais. Mais attention, Ah. point Oh, d'exclamation. shit. La danse du dragon. Mais qui dit les didascalies dit-il d'un air surpris. Non, la danse du dragon est différente de la danse du lion. Ah. On avait parlé au début. On disait que j'allais parler des deux. Oui. Comment est-ce qu'on reconnaît la différence? L'animal? Il a la crinière. Non. Attends, on parle de danse. Oui, la danse. Enfin, oui, non. Oui, la danse la différence entre une danse du dragon et une danse du lion. Ok, je pense que le dragon il ondule de haut en bas, tel un Non. petit asticot qui va plus vite. Non. La tête est pas la même. Ah, non. La musique. Ça ressemble beaucoup. Non, Il c'est a pas juste. d'écailles. Non, c'est. La crinière? Non, c'est juste que la danse du lion se fait à deux, Ah putain. tout oui. simplement. C'est celui où il monte sur les épaules en restant dans le Exactement. costume. Ouais. Et Ah. et c'est très très sportif tout ça. Oui. Cette danse du lion, elle est apparue beaucoup plus tard, au 7e siècle. Oui. Mais comme pour le dragon, la danse est supposée rapporter la bonne fortune et la prospérité à ceux qui sont présents autour des danseurs. Classe. Et la plupart du temps, les danseurs qui participent à ces danses-là, c'est des étudiants en arts martiaux. Martiaux. Parce qu'il faut être agile, il faut avoir l'adresse et l'endurance de faire ça, parce ouais, tu que m'étonnes. c'est vraiment sportif. Je sais pas si vous en avez déjà vu à part. Ah, si, C'est comme de la GRS mais en plus violent. D'ailleurs, fun fact, tu parlais de bonne fortune, la danse du lion. Là, je parle du 13e arrondissement, encore une fois, mais souvent quand on a une inauguration d'un restaurant,
On va souvent avoir justement un petit club qui vient faire une danse du dragon devant le truc avec tous les clients qui rentrent et machin. C'est drôle. C'est une espèce de tradition porte-bonheur, quoi. Et du coup, vu que ça, comme je disais tout à l'heure, ça coûte super cher tout ça, bah plus une école, en tout cas en Chine, plus une école a des dragons ou des lions, plus bah cette école elle est reconnue, elle est influente, elle a une bonne réputation. Elle a réussi dans la vie, quoi. Mais c'est déjà arrivé que des danses comme ça partent en couille. Parce que ça a pris feu? Non, encore pire que ça. Dans les années 50... Ils ont fait domino, ils sont tous tombés. Dans les années 50, c'était carrément interdit de faire ces danses-là à Hong Kong, parce que des danseurs ont déjà caché des armes dans les costumes pour attaquer les équipes adverses des autres écoles. Ah non, attends, les bâtards. Attends, des armes, des flingues ou... J'ai pas cherché, déjà des armes, moi c'était déjà pas mal. Des objets qui font mal. Mais ils sont arrivés à un stade où Sinon, c'était dans le scénar de Rush Hour 2. Voilà. Je me rappelle plus. Je vois que tu aimes le cinéma. Il faut que je le regarde d'ailleurs. Re-regarde plutôt. Mais bref, donc voilà, je trouve cette petite anecdote sympa, mais je vais quand même finir avec une légende chinoise. Celle du monstre Nianshu. Oh. Très bien. T'as pas la petite musique d'ambiance? Non, ça aurait été super Sistra. Mais non. Quoi? Mais non. Une musique traditionnelle, c'est raciste. Mais parce qu'on met pas de musique de Franche-Comté à chaque fois qu'on parle de Cancoyote. Mais on Il devrait, y a pas de musique en Franche-Comté. Allez, vas-y, raconte ton histoire. À la fin de l'hiver, quand il n'y avait plus de récolte, plus rien à manger. Pourquoi je prends une voix de narration? Parce qu'en fait, non, mais parce que t'es en train de narrer un truc, je sais pas. Ouais, mais non, parce que en fait, j'ai écrit ça. C'est l'effet Pierre Bellemare. Donc, quand il n'y avait plus rien à manger, la nuit, un monstre sort de la mer et rôde les terres chinoises pour chercher ses proies. Il terrorise les villages, tue le bétail, rase les champs d'agriculture et tue les habitants. Mais il a surtout une préférence pour les petits enfants. Parce que c'est plus tendre. Ah oui. Dans sa Simca. Ça, c'est une camille sans grise métallisée. Et ce monstre est là tous les ans. D'où son nom, Nianshu. Qui veut dire monstre, le monstre de l'an. Vous voulez quand même la traduction? Éventuellement. Je suis un peu rouillé dans le chinois. Ça veut dire le monstre de l'année. Voilà, tout simplement. Très bien. Donc, d'où son nom, Nianshu. Si le drapeau chinois est rouge, c'est pas que parce que il y a eu une période communiste. C'est parce que Nianshu l'était. Une période. Une période qui dure encore. C'est pas que parce que voilà, ce pays est un pays communiste, mais c'est aussi parce que le dragon a peur de 3 choses. Ah, le rouge, le noir et Stendhal. Pardon. Excusez-moi. Le rouge, les bruits forts, d'où les pétards, et la lumière. D'où les fusées. D'où en fait, les le truc, lanternes dans les rues. Il vit dans une grotte et il sort jamais, quoi. Il se fait livrer. Mais surtout que le dragon, souvent, on le symbolise rouge, donc il a peur de sa propre couleur. Le dragon, tu le symbolises rouge, toi. Mushu dans Mulan. Très souvent, les dragons sont rouges dans les parades. Mais tout à l'heure, ça dit que rouge, c'était pour impressionner les gens autour. Oui, mais peut-être ça, c'est juste Nianshu. Ouais. Ah, c'est juste ce dragon-là? C'est Nianshu, qui est le monstre qui sort tous les ans pour bouffer des gamins, qui a peur. Il a peur des trucs rouges. Alors, il est daltonien, il y a aucun problème. Et du coup, après, les autres dragons, ils sont cool. Ouais. C'est le symbole impérial. Impérial. Impérial de Toulouse. Un dragon qui fait du rugby. Donc, cette histoire, elle est tellement ancrée dans la culture que pour le nouvel an, au lieu de dire bonne année comme tout le monde, les Chinois se disent Go Nian, qui veut dire le passage de Nian ou survivre le Nian. Bien vu. J'ai beaucoup aimé ce petit passage légende. Ouais. Tu racontes très bien les histoires, Hicham. Bah, merci. C'est vrai qu'il faudrait que tu me fasses des légendes. Ah oui, grave. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir. Pour rebondir à ce que Juan disait, où souvent il y a des dragons quand il y a un restaurant qui s'ouvre. Ça m'a fait penser à pourquoi dans les restaurants chinois il y a le chat, petit chat comme ça. Ah, ça c'est japonais. Ah, c'est japonais. Ouais. Parce que le chat Parce que du coup, si bouge la patte, c'est pas japonais. Pas que, je crois. Si le dragon apporte bonne fortune, pourquoi on met pas un dragon qui fait ça plutôt qu'un chat du coup? Alors moi, pour te répondre, je sais que le chat en Chine, c'est pas un animal qui est particulièrement respecté. D'ailleurs, il fait pas partie du calendrier c'est vrai. astrologique chinois. Par contre, au Japon, il est beaucoup plus considéré. Donc, il me semble vraiment que le chat porte-bonheur, c'était japonais. Mais je dis peut-être une bêtise. Non, mais tu as très probablement raison.
Non, mais alors, je sais plus non plus, mais il me semblait que c'était plus large au niveau de l'Asie et pas que le Japon, mais je ne veux pas dire de C'est bêtises. peut-être Eh ben, je plus ferai large un que le sujet Japon. sur ça. Et du coup, Très dans les bien. restaurants chinois, ils devraient mettre un dragon qui fait ça, du coup, avec la pâte. Ouais, mais il a beaucoup de pâtes, c'est comme les 1000 Oui. pâtes, t'imagines, ça flex. Ce serait, ouais, ce serait pas Ça facile. fait un torrent d'un Ça coup, ferait du ouais. vent. Ouais, mais justement, ça fait clim l'été. Allez, super idée. On monte ça, Camille. Super. On Je t'invite à monte, passer un Banco. coup de fil à Tank Frère, ils vont te donner des conseils. Sur ces belles paroles, nous allons malheureusement clore cet épisode. Bah, il faut bien. Hein. Qui était cependant un plaisir, avec beaucoup de gens morts à ma gauche. Oui, ouais. Beaucoup de gens morts à ma gauche. Et en fait, heureusement que du coup, ton sujet, Ilias, c'est le sujet d'Hicham partait sur les animaux parce que c'était un peu plus, Bah, c'était un peu bah plus, oui, plus moi, gai c'était pas parce que surtout c'est vrai qu'on a un animaux, peu c'est- plombé l'ambiance avec Camille au départ. et je dirais pas ça, mais je mangerai pas tout de suite là, tu vois. Ah bah moi j'ai faim quand même. Non, mais c'était quand même super, super chouette et j'ai adoré. Je ne sais pas. Oui. mais, Ah en oui. tout cas, c'était un grand plaisir. Nous allons donc maintenant clore cet épisode. On se retrouve dans tous les cas dans 2 semaines avec une Ah. nouvelle invitée, si tout va bien, que vous n'avez Ah. encore jamais entendu à notre Effectivement. micro. En exclusivité chez Pardon Maman. Ouais, sachant qu'on a encore plein de nouvelles et de nouveaux invités pour cette saison. Bah, on est qu'en début de saison, donc Voilà. Mais bah, en fait, il y a des personnes que vous avez déjà entendues qui vont revenir parce qu'on les aime beaucoup. Mais il y a aussi des personnes qui vont venir pour la première fois. C'est un grand plaisir. Dans tous les cas, on vous remercie, on vous embrasse pour tout votre soutien, pour le fait d'être venu au théâtre, pour nous avoir encouragés, pour le fait de nous donner Oui. des étoiles sur iTunes, parce que ça nous fait beaucoup de bien pour C'est faire grâce à connaître. vous qu'on est là. Ouais, Oui. ça nous fait vraiment du bien pour faire connaître le podcast, pour pouvoir trouver des financements et vous offrir encore des belles soirées dans des théâtres à 1 euro. Bah oui, bah mine de rien quand même. Non, et puis voilà, bah, dans tous les cas, de toute façon, c'est que le début de la saison, on a encore plein de belles choses à faire, à voir. Quoi qu'il en soit, envoyez-nous des messages, des bisous, des commentaires, si vous avez des précisions à apporter sur ce qu'on a dit. Et puis on se retrouve dans 2 semaines, ou bien bah, dans 5 minutes sur les réseaux. On vous envoie une petite photo. Allez, on vous embrasse, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Oh, il a On claqué vous des doigts, aime. lui. Qu'est-ce que c'est ce machin? Ah, j'adore l'humour. C'est un détecteur de conneries. Allez, ciao. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?